à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, c'est notre première, on va appeler ça comme ça, notre premier podcast. On a notre premier invité. Je ne vous le présente pas tout de suite. Je vais vous faire mon petit intro pour monsieur. Donc aujourd'hui, sur Certified K Podcast, on reçoit quelqu'un que je connais personnellement depuis plus de 10 ans. Et croyez-moi, il ne te laisse jamais rester confortable longtemps. Après plus de 20 ans dans des environnements de haute performance, notamment avec Starbucks, Groupe MTY, il s'est bâti une réputation claire, challengée de façon dont les gens pensent. Aujourd'hui, en tant que Chief Energizing Officer de Cancor Group, il aide les leaders à repenser leur vision, leur stratégie et surtout leur mindset. Parce qu'une chose, c'est sûr, une conversation avec lui, ce n'est jamais juste une conversation, c'est un miroir. Un homme de principe, de loyauté, un père de famille, un mari, un athlète dans l'âme et dans la vie de tous les jours. Mesdames et messieurs, Monsieur Tito Kang. Merci Tito de te prêter au jeu, qu'on va dire, comme en bon français. Et merci d'être ici. Merci de m'avoir ici. Très, très ému d'être le premier invité sur Certified K Podcast. Bravo à vous, messieurs, d'avoir continué. C'est pas évident de monter quelque chose comme ça puis d'être consistant dans ce que vous faites dans votre mission. On parle du début, on n'a pas les followers, on n'a pas les subscribers, mais il faut continuer à persévérer. La constance. La constance est le secret. Là. Ouais. Continuer à travailler. Puis pas nécessairement penser au nombre de subscribers ou de followers, tu sais, mais c'est qu'est-ce qu'on a à livrer comme sujet. Puis c'est des gens qui vont se lier à nous, ils vont venir nous voir, ils vont venir nous suivre, puis ils vont venir nous écouter. C'est ça l'important. Puis qu'ils comprennent que, oh wow, on a une belle communauté, on n'est pas si grand que ça, mais on a des belles personnes dans la communauté qu'on devrait apprendre à connaître un petit peu plus. Ouais. Donc, Monsieur Tito Kang. Oui. Comment ça va? Tu reviens de où? Tu travailles fort, beaucoup de voyages. Est-ce que je peux voir? Tu n'arrêtes jamais. Oui, on n'arrête pas. On est revenu samedi, la semaine dernière. Je suis revenu de Napa Valley. Alors, j'ai fait une session de 4 jours de formation pour des C-suite leaders aux États-Unis, canadiens aussi, sur comment faire des ventes. Donc, c'est Executive Sales Leadership Program qu'on appelle en anglais et un Executive Management Program avec des compagnies qui varient entre 15 millions à 100 millions canadiens US en vente. Ouais. Ça, c'est toi qui as formé ou plutôt monté ce programme-là puis invité tes clients ou c'est les clients qui t'ont demandé de venir faire cette formation-là? C'est une bonne question. Je suis affilié avec un groupe que je ne peux pas nommer parce que j'ai signé une confidentialité avec eux. Mais ils ont le contenu que moi, j'anime. Et ils sont venus me chercher spécifiquement il y avait 3 ans pour pouvoir... ils avaient juste des gens qui animaient. Right? Okay. Donc, les gens partageaient les théories, mais il n'y avait pas nécessairement l'expérience. De workshop aussi? Oui, c'est pas le workshop, c'est l'expérience vécue. Okay. Alors, moi, avec mon expérience chez Starbucks, MTY, comme Danny l'a si bien mentionné, chez Shell et Tim Hortons, je peux mettre beaucoup d'histoires dans le contenu. Et ça rend que les gens qui participent, ils rentrent dedans, puis après ça, ils peuvent l'appliquer dans leur entreprise à eux. C'est des entreprises de génération 2 et 3. Okay. Donc, c'est des fils ou des filles fondateurs. Les petits-fils de fondateurs. C'est très cool. Des gens très, très, très mindés, entrepreneuriaux. Mais comment ces gens-là qui ont des business multimillions, 15 millions, 20 millions, ils se disent, you know what, how did they find? Comment ils te trouvent, toi? How do they get in contact with you? Comment tu t'es fait reconnaître? Comment ils se disent, yeah, that's the guy, let's hire him? Ouais, c'est une très bonne question encore, Danny. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont, eux, c'est une communauté qui a à peu près 60-65 000 membres dans cette communauté à l'échelle mondiale. D'accord. Ils ont une belle organisation, un centre qui continue à faire de l'éducation pour leur groupe, pour pouvoir continuer à monter et évoluer. Surtout de première génération, deuxième génération, troisième génération. Ça a ses difficultés et ses challenges aussi. Alors, comment est-ce qu'ils sont cherchés? Donc, ils ont des gens qui sont à l'affût de monter ces programmes-là et aussi à l'affût de chercher des animateurs ou pour animer et partager. Et moi, je teach
the content, le contenu, right? On va enseigner le contenu Enseigner le aux gens. contenu. Et ils m'ont retrouvé parce que je suis sur LinkedIn, je fais des capsules LinkedIn, Oui, je d'accord. parle sur LinkedIn, j'ai mon blog. Donc, ils ont aimé ma façon d'aborder les choses sur leadership et stratégie. Ça, c'est les lignes, des lines que je poursuis vraiment avec profondeur et dans lesquelles j'ai décidé de me spécialiser il y avait 10 ans, plus en plus. Et puis, c'est ce content, ce contenu que tu partages avec les groupes de personnes, c'est un contenu que tu as bâti ou c'est quelque chose qu'eux, ils bâtissent déjà et tu es l'animateur. Avec ta voix, tu envoûtes les gens à achieve plus haut. Oui, c'est leur contenu qu'ils ont bâti et je rajoute mon contenu par-dessus. Et c'est ça qui fait que les gens, mon NPS score, je ne sais pas si tu connais NPS score, Non, c'est c'est Net quoi? Promoter Score qu'on suit. Là. D'habitude, la question est très simple. Est-ce que tu recommandes le service Certified K Podcast ou Melido ou Starbucks à les gens que tu connais? D'accord. Puis c'est entre 1 et 10. Et on essaie de percuter si tu performes très bien entre 8 et 10. Pour l'instant, après 3 ans, je score à peu près 9, 9,1 pour l'entreprise là-bas. Ça fait que je reviens. D'ailleurs, juste la semaine dernière, juste hier, j'ai eu un appel avec une compagnie de l'Angleterre qui voulait que je fasse, j'anime 2 capsules de vente pour leurs équipes de vente aux États-Unis. Ouais. Puis pour revenir au club là, de 65 000 membres, est-ce que c'est un club de type BNI, par exemple, ou bien c'est un club qui est vraiment, qui a été fondé ou formé par des entrepreneurs de génération 2 et 3? En termes de... C'est pas un club, c'est une communauté. OK. Je peux pas en dire plus là-dessus, D'accord. mais c'est une communauté qui existe depuis 1850. Fait que, Ah, OK. C'est-tu de Skulls? Il peut pas dire, David, il peut pas dire. Donc là, on connaît un petit peu de ta vie de tous les jours en dehors du pays. Toi, tu parles de Napa Valley. Ici au Québec, c'est qu'est-ce que tu fais plus? Est-ce que tu fais des conférences comme ça ici? Tu fais des animations comme ça ici au Québec aussi ou c'est vraiment plus à l'international? Ben, je fais autant au Québec, pas à l'international, je suis plus nord-américain. OK. C'est le marché dans lequel je focus. J'ai des services très spécifiques, donc je me façonne comme ce qu'on appelle en anglais Chief Strategy Officer. Yes. C'est ce que je fais. Mais je travaille dans le domaine de leadership et stratégie qui intersectent. Et l'année dernière, en 2025, je me suis fait certifier comme sur un truc qui s'appelle The Big Five of Strategy, OK. qui sont des compétences stratégiques, mais amalgamées avec le leadership, parce que j'avais jamais trouvé ça auparavant. Je suis un des 100 premiers coachs à l'échelle mondiale d'avoir été certifié pour ça. Il faut passer un test et tout ça. Alors, j'ai passé le test avec Dr. Timothy puis Dr. Jerome, et présentement, c'est ce que je véhicule beaucoup. C'est les messages dans ce texte. Dernièrement, je suis en train, puis je me suis fait certifier comme AI Generalist Specialist OK. l'année dernière aussi. Donc, je suis en train de préparer un article présentement qui parle de comment est-ce qu'on lead stratégiquement dans l'ère de AI qui s'en vient. Et puis, ce qu'on remarque beaucoup, c'est dans cette facette-là de l'idée. Toby Lofke, je ne sais pas si vous connaissez. Toby Lofke, c'est le CEO de Shopify. Vous connaissez Shopify? Ouais. Ouais, Shopify, il a mentionné que maintenant, on parle souvent de prompt engineering, Yes. mais il y a 4 niveaux de facettes à l'idée, le AI, qui, quand il l'a remarqué, ça l'a confondu avec les compétences de leadership humain. Donc, OK, ça l'a... façon OK. dont tu communiques de façon précise envers le AI pour pouvoir que le AI fonctionne à ce que tu veux, donne les résultats, le output que tu veux, ça ressemble pas mal à comment tu communiques. Ça fait que Toby Lofke l'a mentionné Donc, dans il y a un comme... article. Je dis t'interrompre de ça. Ouais. Comme s'il aurait dit qu'il aurait trouvé des prompts ou un prompt qui aurait humanisé un peu plus le AI. Non, c'est pas ça. Non, pas du C'est tout. qu'il a dit la façon dont il travaille avec le AI, il s'est rendu compte que sa communication avec ces gens humains est devenue meilleure. Ah, je comprends. Parce qu'il prend le framework qu'il n'y avait pas avant. Parce que pour le AI, s'il faut que ça soit clair, il faut que ce soit clair. Oui. Puis des fois, on est clair, mais on n'est pas clair nous-mêmes. Right? Ça fait que Oui, je souvent, on comprends. travaille dans des Ouais. équipes, puis les équipes te regardent,
puis ils disent tous oui parce que t'es le boss. Ouais. Mais pour de vrai, moi, je dis tout le temps, je fais une blague avec mon équipe. Je dis, si je parle cambodgien, vous me le dites. Parce que c'est tous des Québécois et des Anglais. Right? Je dis, if I'm starting to speak Cambodian, you gotta let me know. Parce que moi, je vois dans les yeux, quand ils sont comme, ouais, mais c'est comme, puis je dis, I'm speaking Cambodian. Hein? Parce que toi, tu te comprends dans ta tête, mais c'est pas nécessairement les gens qui te comprennent. Alors, ce qu'il a dit, c'est la façon de communiquer, le framework qu'il applique pour le AI. Il a commencé à l'appliquer, puis ça l'a rendu un meilleur leader pour les humains. Puis je trouvais ça très intéressant parce que dans la recherche de cette certification, il y a une recherche qui a été faite sur 2 ans, sur 1200 leaders mondiaux, pour pouvoir donner les données statistiques qui étaient confondantes. Là. C'était important. Et puis, c'est ça je suis en train de travailler cet article-là. Puis tout à l'heure, tu parlais de mindset. Et d'ailleurs, dans cette recherche-là, ça a été démontré que c'est pas le mindset qui est le facteur le plus important. Ça affecte seulement 8% du succès des leaders, autant en entreprise. Le mindset. Ou le mindset. C'est le growth mindset dont on parle, il faut l'avoir, oui, mais c'est pas le facteur. Parce que souvent, on a des growth mindset, les gens, ils prennent des cours, ils font ça, ils ont des coachs, mais ce qu'ils font pas, c'est qu'ils prennent pas action dessus. Ils n'agissent pas. Et pour agir, c'est des compétences. Il y a 5 compétences qu'on regarde. Je pourrais tomber là-dessus, mais je peux geeker out là-dessus. C'est ça. Mais je ne ferai pas là. Voilà. Mais juste pour revenir à ta certification AI, est-ce qu'il existe maintenant un organisme qui... comment dire... un governing body qui fait que ils vont regarder des candidats, puis là, OK, monsieur Tito Kang, on voit qu'il performe et puis il continue à élargir son expertise. Fait que lui, c'est un bon candidat pour lui donner la certification. Ça fonctionne-tu comme ça? Ou? Non, c'est la certification. Toute certification, c'est des écoles qui le donnent. C'est ça. Google va avoir ses certifications. NVIDIA font leur propre certification, tu payes des cours. Quand on parle de certification, ça devient un money-making process, right? Ça fait que la certification, j'ai payé pour, mais c'est pour avoir le retour. Puis j'ai mis un montant pas mal, il y avait presque 1 heure. Une decent amount of money pour une petite entreprise comme la mienne. Mais ce que j'ai en retiré, j'ai fait 10 times ce que j'ai dépensé. 10x, hein, M. Tito? C'est ça. Ça fait que il n'y a pas de governing body à l'instant même, mais il y a plusieurs. C'est pas comme l'ordre des comptables. C'est comme l'ordre des médecins. Il n'y a pas encore. Ça bouge tellement vite. C'est comme. C'est hallucinant. Par contre, les gens qui suivent de près cette évolution AI-là, quand tu leur dis, moi, j'ai cette certification, ils savent qu'est-ce que c'est. Je ne penserais pas. Il y a tellement de certifications. Là, je suis certain que tu parlerais comme à Raviport, qui est vraiment immersé là-dessus. Ouais. Cambodgienne qui fait très bien dans ce domaine-là, qui est bien très reconnu. Là. C'est pas une certification. Si tu dis, Tito, il y a une certification AI de là, on dit, OK. C'est pas... Mais c'est pas... Google, c'est pas... Ça bouge vite. Le truc, c'est comment est-ce que tu vas apprendre quelque chose qui avec une structure qui semble te donner de la valeur que tu as et que tu peux aller appliquer. Alors, de ces cours-là, j'ai appliqué tout de suite qui m'a donné du 10x. Avant de switcher de gear vers un autre topic, sur les médias sociaux, là, on parlait de mindset. Là. Le monde, c'est everybody. Mindset. It's all about your mindset. So now you're telling me it's only about 8%, right? So the research says... I'm not telling you. Okay, the research says, you're telling me the research says is about 8% of the mindset. So, ton mindset, en réalité, c'est toi qui te le mets dans ta tête, mais après, c'est à toi de l'appliquer. Pour toi, rapidement, comment je l'applique? Moi, si mon mindset, c'est de toujours vouloir pousser plus loin puis achieve more, mais je suis comme, je pense que je suis rendu là. What's the next step for me to go beyond that? Avant que tu répondes, peux-tu me dire, c'est quoi la différence entre mindset et attitude? OK, c'est une bonne question, ça. Le mindset, c'est comment tu penses dans ta tête. Right? C'est comment est-ce que tu enregistres puis tu fonctionnes, selon moi. L'attitude, c'est comment est-ce que tu réagis. OK.
OK? Alors, ce que tu entreprends, c'est tes croyances. On appelle ça limiting belief, c'est ça. Attitude, c'est comment est-ce que tu poursuis avec ça. C'est comme, je parlais à mon fils tout à l'heure, je dis, la semaine passée, j'avais un appel, je suis en train de faire, j'ai un client, on vient de faire un projet, et puis dans ce projet, on travaille avec une firme qui est en Angleterre. Alors, le CEO de la firme est en Angleterre. La seule façon qu'il peut commencer à me parler, c'est qu'à 6 heures, 4 heures, 5 heures d'après-midi là-bas. Moi, j'étais dans l'Ouest. Fait que moi, je pouvais pas, 6 heures, c'était trop tard pour lui, puis j'étais pris dans le courant de la journée. Right? Alors, pour ce faire, l'appel qu'on pouvait se faire, c'était 6 heures du matin, l'heure de Napa Valley. Right? OK. Moi, j'ai une routine. Ma routine à tous les jours me prend entre 3 heures et 4 heures. Puis, je ne change pas. Donc, si je dois être prêt à 6 heures, je me réveille à 3 heures du matin. Ouais. Right? Yeah. Puis, je dois être au lit à 9 heures pour avoir mon 6 heures de sommeil ou 8 heures. Alors, mon mindset, c'est que faut faire, faut être résilient, faut passer. Mon attitude, c'est que I get it done. So, le lendemain, j'étais à 3 heures du matin, j'étais debout, j'ai couru mon 3 km à plus 3 degrés Celsius à Napa Valley. Ça me tentait pas. You have to. Mais c'est pas you have to, you decide. You decide. Comment tu fais? You don't have to do Yeah, anything. it's true, you're right. Ben, c'est ça que, quand on C'est parle ça, de beyond the mindset, c'est right? ça. Mais You tu sais, you have to, c'est ça. quand tu as une routine, ton corps, il s'habitue à cette routine-là. Fait que quand quelque chose arrive, interrompt cette routine-là, comment tu réussis à t'adapter? Parce que, par exemple, moi, ma routine, c'est, par exemple, je me lève, je fais mes 100 push-ups, je prends mes affaires, je médite, je lis, sauf que si, pour une raison X, ma journée s'est terminée à 2 heures du matin, mon corps, lui, il n'est pas prêt à se lever à 6 heures du matin pour commencer ma routine. Fait que toi, c'est quand c'est des choses comme ça qui viennent interrompre ta routine normale, est-ce que ton corps réussit à s'adapter ou comment, c'est quoi ton truc? Très bonne question. Moi, mon truc à moi que j'utilise, c'est j'ai ce que j'appelle un MED. C'est Tim Ferriss qui en parle, avec qui j'ai exposure à cette thématique-là. MED, vous connaissez, c'est Yeah. Minimum Effective Dose. OK. Ça fait que j'ai toujours un Minimum Effective Dose. On sait que c'est ce que durant 20 ans, c'est up and down. Tout le monde dit tout le temps, you can get better the next day. Just get better the next day. Puis moi, j'étais là, je dis, OK, get better the next day, get better the next day. Tu montes. Puis là, je me suis rendu compte, there's some days I'm not really better. I'm just, I suck. Right? C'est comme, je suis vraiment, que ça me tente pas. Puis là, le corps n'est pas là, le mind n'est pas là, puis ça te tente pas. Puis là, tu as deux choix. Le limiting belief ou la croyance, le mindset, c'est comme pousse à travers. L'attitude, c'est comme, right, je dois aller, je dois partir. L'autre aussi, il faut que tu écoutes ton corps. Des fois, ton corps te parle, puis te dit, écoute, you're tired. C'est le temps de prendre un peu un relax. Ouais. Mais tu as un minimum effective dose. Ça fait que je sais que, OK, si je ne cours pas mon 3 km, je vais marcher au moins un. OK. Je suis dehors, puis j'en marche un. Puis, puis je me réveille, je reflète tout le temps ça parce que, tu sais, quand tu penses à ça, on est tough sur nous-mêmes. On est nous, right? Mais je ne sais pas si tu connaissais Marcus Aurelius. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, c'est un empereur de Rome. C'est le 5e meilleur empereur de Rome dans l'histoire de Rome. Et il a écrit, il n'a pas écrit, c'est un livre qui s'appelle Méditation. Il l'a appelé Méditation, mais pour de vrai, c'est son journal. OK. Qui écrit lui-même ses pensées en fin de journée. C'était une routine qu'il avait. Donc, il écrivait, puis on l'a retrouvé par hasard. Il n'a pas écrit ça pour que ça soit publié, pour que tout le monde puisse le lire, puis donner son message, puis faire de l'argent dessus, whatever. C'est pas ça. Il l'a dit pour lui-même, c'est ses réflexions. Puis on parle de l'empereur de Rome, dans les années 60 après Jésus-Christ. On s'entend que, tu sais, Donald Trump, il n'a pas le même pouvoir que ce gars-là dans cette affaire. Right? C'est l'empereur de Rome. Ouais. C'est comme... whatever you say, whatever you call him, it's done deal, right? Puis il se réveille, puis dans une de ses réflexions, il dit ça, tu sais, il dit ouais, j'aime ça ma couverte. Il aime ça, sa couverte. Je suis sans chaud, ça me tente pas aujourd'hui. Puis tu dis, ben, lui il pourrait dire, je suis l'empereur de Rome, ça me tente pas. Ouais. Je laisse ça là. Il n'y a personne personne d'autre qui va me dire que je dois aller travailler, que je dois me pointer puis poinçonner mon punch-in, punch-out.
Mais il dit, même si ça ne me tente pas, Tu dois tu sais que tu as un devoir, tu as un purpose dans ta vie. Tu as été designé pour mettre quelque chose, de donner de la valeur à la communauté que tu That's it. desserres. Puis ça, c'est l'empereur de Rome. Fait que quand j'ai lu ça, ce passage, je dis, ben, si l'empereur de Rome peut penser comme ça, là, qui suis-je, moi, de ne Ouais. pas essayer de penser comme ça? Comme un empereur, c'est ça. Parce que, fait que tout ce que tu fais, c'est que, tu sais, j'ai posté dans mon LinkedIn, il y a mon neveu de UT qui vient du Cambodge. Lui qui est ici, Ouais, présentement. qui est ici, là. Il m'a dit, Tito, uncle, I found, young Korean, I found this thing, it says on Instagram, gotta go win the day. I go, yeah, that's cool, I heard about that. You go win the day, it's good, win the day. But that's one part. I have another perspective. So he goes like, what's your perspective? It's not just win the day, it's win the minute. OK, yeah. Tu sais, c'est comme... It's closer. Tu sais, c'est comme, quand tu te réveilles, ça me tente pas. Tu as deux choix. Tu sors de ton lit ou tu retournes te coucher. Ouais, ça me fait penser à Anthony Robbins qui a dit comment tu fais pour avaler une grosse baleine? T'as-tu une idée? Jamais comment. Ouais, je ne sais Comment tu fais? Une bouchée à la fois. Une petite bouchée à la fois. Éventuellement, tu vas réussir à manger toute la baleine. Ouais. Tu sais, dans ta routine de high performer, là, on va dire, là, est-ce que tu as des power naps durant la journée? Oh oui, moi j'y Oui. crois souvent à Power Nap. Ça dépend encore, j'écoute beaucoup mon corps, j'ai appris à écouter mon corps. Il y a des fois où je cartonne, je suis plus un morning person, mais quand mon corps me dit, bah, tu vas prendre un 20 minutes. OK. Je m'attends. Easy sleeper? Voilà. Easy sleeper? Ah, ouais. Moi, je peux n'importe où. Ma femme me dit, t'as pas d'allure, lui. Ah, man, mais c'est que tu peux pas être easy sleeper quand c'est un homme comme lui. Son mind est toujours en deux. Là, il dit... C'est easy sleeper. Ouais. C'est le son de Microsoft qui est... Ouais. Eh ben super. Hey, merci beaucoup, Tito, de partager avec nous là, tout cet aspect professionnel. Là, c'est vraiment inspirant. C'est quand même pas Mais- fini en plus. Non, il n'est pas fini, mais on va continuer. Mais j'aimerais ça peut-être que tu nous parles un petit peu. Tu sais, parce que Danny et moi, lorsqu'on a commencé le premier épisode, on parle beaucoup de nos origines. Tu sais. De mon côté, je suis un enfant survivant du génocide. Et arrivé ici au Québec, jeune, grandi dans la société québécoise, devenu adulte, devenu professionnel. Et du côté de Danny, la même chose. Lui, sauf que lui, il est né ici. Puis forcément, ses origines cambodgiennes, comment ça a été au niveau de son expérience personnelle, de son vécu. Fait que nous, on voulait savoir, toi, tu viens d'une famille quand même spéciale et vous avez skippé complètement le génocide. Vous êtes arrivé ici. Fait que j'aimerais ça que tu parles un peu de ton vécu par rapport à ça, qui est complètement différent de moi ou de Danny, là, tu sais. Oui. Ben, la question, est-ce que tu as skippé? Est-ce qu'il était sûr qu'il a skippé ou est-ce qu'on ne connaît pas vraiment son histoire? Ben, c'est ça. Ouais, exact. Ouais, tu sais, j'ai fait beaucoup là-dessus. Moi, je vis une vie bénie, privilégiée. J'ai vraiment été chanceux parce que juste ça, je suis chanceux. OK? Comparativement à ce que je regarde, ce que les gens ont vécu, ont dû survivre, comme toi, plus spécifiquement parce que tu étais là au Cambodge. Puis j'ai écouté le podcast, bien sûr. J'ai aidé, tu sais, ce que tu as vécu, ce que tu as vu, la pioche en arrière de la tête et tout ça. Là, c'est traumatisant. Puis ça t'affecte, ouais, tu l'avais mentionné dans le dernier podcast. Puis ça, quand j'ai écouté, mon cœur, c'est ça pour toi. Moi, j'ai pas eu à vivre ça. J'ai été chanceux dans le sens que mon grand-père était ministre de la Défense et puis il était chef de la police. Donc, en 71, il y a eu le coup d'État. Parce que quand les Américains bombardaient la guerre du Vietnam et ils voulaient avoir un passage sur le territoire du Cambodge. Et le roi qui était le leader, le roi Norodom Sihanouk, qui était le leader dans ce temps-là, avait refusé parce que son retour à lui, il disait, ben, c'est bien beau, je te laisse rentrer, mais toi, tu repars, t'es en Amérique du Nord. Puis le Vietnam, c'est encore mon voisin. Donc, c'est mon voisin, tu sais, je ne veux pas... on dit ça en bon québécois, puis c'est dans le cours de mon voisin. Ma guerre, moi, j'ai rien à voir avec cette guerre-là. J'ai pas de guerre avec le Vietnam. C'est toi qui as décidé d'avoir une guerre avec le Vietnam. Bref.
Les États-Unis n'ont pas aimé ça, donc ils ont créé un coup d'État quand le roi était hors du pays. Ils ont rentré le roi. Un coup d'État. Avant ce coup d'État-là, mon grand-père, sachant que ça s'en venait, il voulait protéger ses filles. Donc, il y a des garçons et des filles. Tu sais. Ces filles, ils ont tous sorti du pays. Ces garçons qui étaient encore au Cambodge sont restés avec lui, puis ma grand-mère aussi. Donc, nous, on est sortis en Thaïlande. Parce qu'il a dit, allez en Thaïlande, voir qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, on va pouvoir revenir. Mais aller en Thaïlande, tu êtes juste dans votre petite maison, comme vous avez vécu en Thaïlande, c'était pas un camp, quoi que ce soit. Non. C'est Il ça. n'y avait pas de camp encore parce C'est que ça. c'était un coup d'État. Ok, Donc, ok. on est sortis avant, il n'y avait pas de guerre au Cambodge, c'était un coup d'État. Mais est-ce que ton grand-père voyait ça venir par observation ou à cause de sa position puis de sa relation avec la royauté, il recevait, il se faisait fider là, des informations privilégiées là, qui lui permettaient de prendre cette décision-là? Je pense que c'est une combinaison de tout. Je pense qu'il n'y avait pas d'informations. Mon grand-père, c'est une personne stratégique, alors je pense que c'est là que Ouais, d'accord. je retiens ça. C'est une personne qui a un grand amour pour le pays et le peuple. Donc, je pourrais pas, là, quand je lui demande, il me le dit pas. Ouais. Il dit, ben, t'es là, tu vois, tu regardes, tu as de l'information qui rentre d'un côté de l'autre. Ce que j'observe de ça, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé ses filles avec leurs petits-enfants, avec mes cousines. Il a protégé, en fin de compte, ma legacy. Quand on est sorti, ma grand-mère a une lettre qui a demandé l'exécution des gens, des membres de la famille royale. Ça venait de qui, cette lettre-là? Du gouvernement cambodgien. Ouais, Qui était là? ouais. Ah oui. Wow. Mon grand-père a été mis en état d'arrestation dans sa maison. C'est la belle maman de Pourasmei, OK. Yukgaze Bangla, là, elle lui amenait de la bouffe. C'est pour ça que mon grand-père a un grand cœur, puis on est très attaché avec cette famille-là. Peut-être, excuse-moi, peut-être pour que les gens comprennent un petit peu cette famille-là, peux-tu nous décrire un petit peu qui ils étaient, puis c'était quoi la relation? c'est Pourasmei. C'est la belle-mère de Pourasmei, Yukgaze Bangla. Puis Pourasmei, c'est qui? Pourasmei, c'est le père Ayutthana. Puis, ok, long de ok. sa révolte. Qui a fondé communauté en coréenne. OK, right. Alors, ma famille a toujours un grand amour puis une grande appréciation pour la belle-mère qui a pris soin de mon grand-père. Il était en état d'arrestation parce qu'elle était une des chefs au Palais Royal. OK. Oh, oui. Ah, that's cool. Fait, ça, c'est la grand-mère. Parce que Ayutthana, il mange bien. C'est la grand-mère. Grand-mère Ayutthana. Oui, c'est la grand-maman Ayutthana puis Serra. Ah, super. Fait qu'eux, ils étaient dans la cour royale là, depuis... Je crois, ouais. Alors, donc, pour répondre à la question, c'est ça. Je pense que c'est une combinaison de ce qu'il a pu voir. Moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'il a protégé les petits, c'est-à-dire nous. Il ne pouvait pas se protéger, mais ses enfants qui étaient d'âge adulte, ils regardaient là pour si jamais il y avait quelque chose. Donc, tu allais en Thaïlande Oui. pour, s'il y a quelque chose qui revient, peut-être on reviendrait au pays. D'accord. OK. Et puis de la Thaïlande, vous êtes resté là 4 ans? 5 ans. 5 ans. 5 ans. T'as appris le thaï? Oui, je parlais couramment thaï. Il fallait que tu ailles à l'école? J'étais à la petite école française. Ouais. Ah, OK. En Thaïlande, c'est ça. En Thaïlande. Fait que, mais tu parlais le thaï à cause des amis que tu te faisais. Surtout, mon père travaillait aux Nations Unies. Okay. C'était un directeur de barrage hydraulique aux Nations Unies. Donc, on vivait bien en Thaïlande. On avait une villa, on avait des... je sais que je me rappelle, je me faisais amener en auto à l'école. On avait des gens, des bonnes qui faisaient la manger. C'était une belle vie là-bas. Puis, moi, j'ai grandi comme tout enfant. J'étais bien. Je mangeais au restaurant où je mangeais pas bien. Ma maman me disait ça. Là, je mangeais pas bien. Bien bail. Fait que là, c'était quoi? De quelle année en quelle année? De 71 à 76. En 75, quand les Khmers rouges sont rentrés au pays, c'est là qu'on a eu des séquelles comme potentiellement
probablement qu'il pourrait avoir des assassination attempts, des attentats d'assassination pour des gens qui sont proches de la famille. Alors, mon grand-père, il a dit, il faut que vous partez en dehors, vous partez de la Thaïlande. Ton grand-père est encore emprisonné. Oui, mon grand-père était, dans ce cas-là, était... ce qui est arrivé, c'est la lettre d'exécution. Ouais. Les Américains ont intervenu du tout pour faire ça. Ce serait pas bon pour nous autres non plus. Fait que ça a été coupé. Mon grand-père était au Cambodge, libéré, mais après ça, il est allé au Laos. Il est sorti pour aller un peu au Laos pour voir qu'est-ce qui va être fait là-dessus. Travailler avec le roi qui était en dehors du pays aussi, à ce que je sache. Et donc, nous, on est partis. Et puis, on a de la famille en France. On est venu en France. C'est ça, t'es allé en France. Ouais, mais mon père ne voulait pas rester en France. Et il a regardé, il y avait des contacts. Et il s'est fait offrir une job. Ça, c'est très drôle. Il s'est fait offrir une job à Portland, en Oregon. Professeur d'université en hydroélectricité, University of Portland. Ton père? Mon père, oui. Et puis, il a décidé de venir... ici. Il allait travailler là. Québec. Non. Il est venu au Québec, il a refusé la job là-bas. Il est venu ici, pas de job, pas d'offre d'emploi, rien. Mon père est allé à Lausanne. C'est un ingénieur de l'École polytechnique de Lausanne, qui était une des écoles les plus renommées en ingénierie en Suisse. En Suisse, oui, Lausanne, dans Suisse. ce temps-là, right? Et puis, mon père, c'est un orphelin. Il a vécu avec sa maman. Son oncle, parce que sa mère ne pouvait pas prendre soin de lui. D'accord. Son père ne l'a pas reconnu. Et puis, il était l'étudiant numéro 1 au Cambodge. Ouais, le roi lui a remis un diplôme. Il a eu une bourse payée complètement. Lui, il veut être médecin. Okay. Mais malheureusement, il n'a pas d'argent pour l'étudier en médecine à cause de sa famille. Donc, la seule chose, c'est d'avoir la bourse. Il est allé étudier en ingénierie. Alors, il a étudié en ingénierie là-bas, et puis, c'est quand il y a eu pour être prof, il ne voulait pas ça, mais il étudiait en Lausanne. Alors, voici ce qui est très drôle. Okay? J'ai demandé, pourquoi tu as choisi Québec, papa? Tu as une job? Il est venu ici, il n'y a pas de job. Right? Pas de job, pas en tout. Il dit, écoute, j'ai regardé la longitude puis la latitude, puis c'est comme Lausanne puis Montréal, c'est à peu près la même chose. Je me suis dit, il dit, je me suis trompé. Ah oui, réserve. Il n'y a pas de ça. Là, j'ai dit, papa, il dit, mais ça, c'est la chose, mais la première chose, c'est, il dit, non, je ne voulais pas que tu perdes 1 an d'école parce que tu ne parlais pas anglais. Je parlais français. Alors, c'est la chose, je ne voulais pas que je perde. Tu sais, parents cambodgiens, c'est toujours rien, études, rien, ça, il ne faut pas perdre le sacrifice. Puis quand tu y penses, je regarde, quel sacrifice? Le sacrifice financier, j'ai une job, je suis calé. C'est pas n'importe quoi, c'est une job d'université. Right? C'est comme professeur, bien payé, là. Mais ça, c'est pour moi, ça va bien aller. Je vais bien faire ça. Puis ça va bien aller pour moi. Là, je me case. Mais je pense plus à mon fils. Qui va avoir la difficulté, puis je vais me sacrer parce que je peux m'en sortir. Imagine le francophone. Oui, il a choisi, il ne veut pas aller en France, il a choisi ici. Mais tu t'imagines la réflexion puis la décision, puis le support aussi de ma mère. Fait qu'ils font à 2, hein, pour arriver ici. Puis c'est comme si je ne pourrais jamais repayer mon père. Puis qu'on lui dit, mon frère, on dit, on aurait peut-être été des surfeurs à Hawaï à cause de toi. Là. Hawaï, c'est plus proche qu'à Portland, Oregon. Mais écoute, nous sommes très, très privilégiés, heureux d'avoir atterri ici, tout ce qu'on a eu. Tu sais, Steve Jobs dit souvent, là, on ne connaît pas la tracée, mais quand on vient de le vivre, là, on voit comment la tracée s'est faite, puis il faut que ça fait sens. Tu sais, you connect the dots afterwards. Avec quel âge quand tu es arrivé ici au Québec? 8 ans. 8 ans? Ça fait comme toi, tu es arrivé ici vers 8 ans. Oui, je suis arrivé ici à 8 ans. Fait que, étant donné que tu avais fait école française en Thaïlande, tu arrives ici, est-ce que tu as intégré les classes de ton niveau ou bien il fallait que tu recommences, mettons, je sais pas, la maternelle, première année? Non, c'était très drôle. Mon père pensait que je ne perdrais pas. Il ne voulait pas que je perde 1 an. Mais quand on est arrivé ici, à cause de mon âge, je devrais rentrer en 5e année.
Ils m'ont fait recommencer ma 4e à cause de mon âge. OK. Ah, à cause de l'âge. Ouais. Ça fait que quand j'étais à l'école, tu sais, quand ils apprenaient même des choses, j'étais comme, ouais, je sais ça, Ben je sais ouais. ça, ouais, je sais ça, je sais ça. Tu sais, c'est comme, ouais, OK. Fait que, à cause de l'âge, parce que il faut que tu sois à un certain âge, tu peux pas aller là, il n'y a pas de dérogation, tu viens de là-bas, mais tout ce qu'on nous apprenait là-bas, tu sais, c'était bien plus avancé que ce que C'est c'était à l'école. ici. Ouais. Tu sais, à l'école française, ça suivait le programme français. Ouais. Ouais, c'était Alors, différent. ouais, ça fait que c'est ça. Fait que là, ton enfance ici, euh, c'est sûr que à cause de ton vécu un peu international, on va dire, comparé à moi, t'étais quand même plus allumé, là. Fait que quand t'es arrivé ici, tu comprenais bien la société, tu comprenais, tu saisissais les codes pour tu sais, te faire t'adapter, ou c'était comment? Y avait-tu une fracture ou tu sais, comment dire, Un mur qui a frappé. ouais, c'est ça. Une Ouais, barrière. il n'y avait pas de Ouais. collision. Écoute, tu sais, la seule chose que je me rappelle, c'était le seul, euh, le seul asiatique. Asiatique. Right? Ici, je n'en avais pas beaucoup d'autres, mais dans l'école, la petite école française, j'étais pas tous des Asiatiques, là, parce que c'est des expats. C'était des gens qui étaient, donc j'avais plus de monde français. Ouais. Donc c'était pas quelque chose qui était différent pour moi. La seule chose différente, c'est que quand j'étais ici, tu sais, j'avais des trucs. Hey, chin-toc, chin-chin-chin-toc, C'est ça, chin-chin-toc. comme Tu sais, quand t'as l'âge de 4 ans, ans. dans la quatrième, pas l'âge de 4 ans, mais en 4e année, ben, c'était ça qui rentrait. Puis ça, c'était comme, OK, c'est intéressant, parce que ça, je l'ai pas vécu en Thaïlande. Ouais. Parce que en Thaïlande, là-bas, les personnes, tu sais, de couleur blanche, c'était les minorités. Ouais. Ici, moi, je suis vraiment la minorité. Mais, tu sais, c'est juste que j'avais ça. Tu sais, Je mais, sais même pas comment niaiser un blanc. ouais. Ouais, j'ai découvert une chose. C'est tout facile. Dans ce temps-là, en 76, j'avais ça, mais Ouais. il y avait quelque chose que. Moi, j'ai une de mes forces, surtout dans le Big Five Competencies Research, c'est la compétence que j'ai qui ressort le plus, c'est Adapt to Change. Ah ouais, Right? C'est l'Adapt to Change, c'est encore ancré dans moi. Puis moi, je m'adapte. Tu sais, c'est comme, j'ai découvert que, ouais, j'étais Chintok, mais en 76, quand tu étais Chintok, je pense qu'on en avait parlé aussi, Ouais, tu sais, les films de Kung Fu de Bruce Lee commençaient à prendre de ouais, l'ampleur. c'est ça. Ça fait que, tu sais, moi, j'ai. Oh! Il a juste à faire ça, même si je savais rien faire. Oh! Les gens étaient comme, OK, peut-être qu'on n'ira pas avec On lui, niaisera là. pas, lui. Tu sais, ça fait que. Mais j'étais en 4e année. J'étais plus petit, j'étais Ah oui. nerd, Ok. j'avais des bonnes notes à l'école et tout ça. 4e année, 5e année, j'ai découvert que, ouais, il y avait des bullies, Ouais. mais j'avais aussi des gars qui étaient des Québécois. Denis Gauthier, son nom était presque 6 pieds, ce gars-là, ce que je me souviens. C'était le géant dans la En gang. 5e année? Ouais, fait ami avec? ouais. Ouais. Mais pour moi, il avait l'air 6 pieds, là, mais Ah, ok, je te dirais pas qu'il est 6 pieds, mais c'était le grand, tu sais. Puis Ouais. lui, il était sérieux, il étudiait. Ami avec. That's Fait it. que là, t'es comme, quand t'es ami avec, il n'y a personne qui. Fait que je faisais plein de choses, tu sais. Puis là, je m'adaptais, je chantais des chansons avec le gars le plus populaire. Puis je rentrais dans le truc. Puis mon père est catholique. Ouais. Donc, on était impliqués, on allait à la messe, puis on est rentré. Moi, je suis baptisé. Alors, ok. on a rentré dans la communauté à travers l'Église qui était encore présente. C'était dans quelle ce temps-là. paroisse vous étiez ou quelle ville? C'était à Longueuil, Longueuil, école ok. Samuel de Champlain. Ah, Ouais. ok. 681 rue Louise, c'est où That's ce it. qu'on est. Toi, t'es baptisé aussi, témoin de Jéhovah? Tu fais-tu baptiser? Ben moi, quand je suis arrivé ici, j'ai été baptisé catholique. Catholique. Ah, c'est ça, t'as changé. Ouais. Puis après, quand j'ai eu 18 ans, puis que j'ai étudié avec les témoins de Jéhovah, je me suis fait baptiser témoin de Jéhovah. Ouais. Ouais. OK, that's it. Ouais, c'est ça. Et toi, tu continues-tu avec ta croyance? Je sais que souvent, tu vas en haut, la montagne, là, À l'oratoire. à l'oratoire Saint-Joseph Ouais. aussi. Donc, tu still, Moi, je suis. régulièrement? Moi, je crois. Pas régulièrement. J'ai fait une promesse que si j'avais quelque chose, que j'allais le mis à Serge une fois par trimestre. Moi, je le fais 1 fois par trimestre. Un trimestre, ça faisait par 3 mois? Par 3 mois. Depuis. Il va faire presque 30 ans, là, je fais ça. OK. Ouais. Et puis, ouais, c'est ça. Ça fait que dans ce temps-là, de la 4e année à la 6e année, tu sais, je montais ça, puis je suis devenu brigadier.
De l'oratoire? Non, de l'école Samuel de Chapin. Il y avait des jeunes qu'on a même brigadier pour faire la surveillance, aider la surveillance. Ah, t'étais le. Ouais, j'étais le brigadier, puis je lidais la brigade, puis c'est moi qui coordonnais. Tu sais, Denis Gauthier, c'était un des grands gars. Puis, ouais, j'avais pas de bully, là. Ouais. Ben, j'étais aussi la personne, des bonnes notes à l'école et tout ça. Fait que j'ai utilisé ça à mon escient, puis ça. Donc, à Longueuil, t'as grandi à Longueuil jusqu'à quel âge? Longueuil. Longueuil jusqu'en secondaire 2. OK. Ouais, en secondaire 2, j'ai déménagé. Ouais, j'étais à Longueuil. Puis t'étais-tu à l'école comme nous, on était à Saint-Jean-sur-Richelieu, ben Iberville. Puis les gars qui étaient populaires, c'était les gars qui jouaient au hockey. T'sais, fait que nous, on vient d'Alébé, on savait même pas patiner et tout. Fait que on voulait tout le temps là, se tenir avec eux ou faire des choses qui pouvaient nous rapprocher d'eux, pour se faire accepter. Fait que toi, t'as-tu vécu ça aussi? Non, j'ai jamais. Mes parents n'étaient pas dans le hockey. Je pense que c'est une question de coût. On jouait au hockey, mais tu sais, j'en mettais mes patins, puis on sortait dehors, puis on est en glace, puis tu sais, moi, j'aimais ça être le goaler, fait que la mitaine de baseball, puis on prenait la grosse mousse qui rentrait dans les divans, tout ça. On coupait ça, puis avec la corde, des lacets, tout ça. Puis je mettais ça avec le masque, puis j'avais même pas de plastron, puis j'allais ça. Puis j'étais là dans le vent le but, puis je jouais au hockey. Puis toutes les fins de semaine, on patinait. Puis je trouve ça des époques, ça faisait pas mal, mais il n'y a pas de slap shot quand même. Mais quand même, mais jamais dans une équipe de hockey. OK. Ouais, jamais dans une équipe de hockey, mais j'ai joué avec ça ma jeunesse. J'ai toujours aimé être dans les buts. Mais on n'a pas travaillé. Mais on faisait des jeux, dans la récréation, des jeux, jouer au drapeau, à revanche. Un roi de la montagne, c'était en secondaire 1. En secondaire 1, mes parents, quand on a fini le primaire, ont décidé, Tito, peut-être on va le mettre dans une école privée. Fait que j'ai appliqué pour être dans l'école privée au collège Charlemagne. Ouais, au collège Charlemagne, j'ai fait ça. Puis eux autres, ils catégorisent A, B, C. Fait qu'ils classent tout de suite quand tu rentres. Right? Puis moi, je pensais que j'étais bon à l'école. J'étais un des meilleurs en primaire. J'ai fait mon examen. Puis là, j'ai été classé C. Pas de bonne humeur. J'étais pas de bonne humur. Fait que je suis allé à C. Pardon? Une douche froide? Oh, ouais. Quand je suis arrivé en C, puis quand tu vas en C, tu as les 2 premiers mois, si tu cartonnes dans tes examens, tu remontes en B. OK. Fait que quand je suis arrivé, quand j'ai su que j'étais en C, je dis, je finis pas l'année en C, je vais tomber en B. Puis je suis monté en B, parce qu'il ne pouvait pas monter en A, parce que A, il avait pris le latin. Ils apprenaient le latin, donc tu serais en arrière. Fait que je ne pouvais pas aller jusqu'en A. Là, je suis tombé en B. Ouais, là, j'ai fait le collège privé là 1 an. Puis mes parents ont trouvé qu'ils donnaient trop de devoirs, puis ils me faisaient trop travailler. Ils ont décidé que non, ils m'ont enlevé de l'école privée. Ah oui, hein? Ils m'ont remis dans l'école publique. Ah oui. Ouais, puis en secondaire 2. Fait que je suis parti, perdu un peu de mes amis. Je suis revenu dans une école publique, secondaire 2. Puis en cette école-là, il y avait comme ça middle school un peu. Il y avait juste secondaire 1, secondaire 2. Ouais. Je suis en secondaire 2 parce qu'il y avait des étudiants d'autres écoles primaires qui arrivaient là. Ouais. Fait que j'étais pas très connu là-dessus. Puis je suis arrivé là, puis ils ont décidé, il y avait une élection pour avoir le président de l'école. J'ai décidé de participer. Puis j'ai participé, puis j'avais du fun à faire ça. Je faisais mes speeches, je montais une campagne, et tout ça, puis j'ai été élu. Fait que son leadership part de très, très jeune, mon cher Tito. Hein? J'ai été élu président. C'était drôle parce que la meilleure joke de ça, c'était encore tout jeune, était comme 12 ans, 13 ans, whatever. Ouais. On jouait à revanche. Hein. Puis ça, c'est l'année où Ronald Reagan a eu un attentat contre lui. Ouais. Puis le jour après l'attentat contre Ronald Reagan, jouait à revanche, puis les gars de football, professionnels qui jouent au football, ils pratiquaient dans... Puis là, il y a un des gros gars, quand je suis retourné, il m'est revenu. Pouf! Il m'a frappé de même. J'ai perdu connaissance. Puis lui, il m'a pris dans ses bras. Ah oui? Ouais. Puis il disait, à tantôt, président! Moi, je me réveillais, j'étais comme,
Qu'est-ce que tu fais là? Tantôt prison, il m'amenait à l'infirmerie. C'était trop drôle. Mais bref, ouais. Fait qu'on a eu des moments comme ça qui étaient bien le fun. Ouais, Mais est-ce que tes parents, ben je peux pas dire, j'allais demander, est-ce que tes parents t'obligeaient à avoir un travail, tu sais, en même temps d'aller à l'école pour ramasser de l'argent de poche? Mais on peut pas dire que nos parents nous ont forcés, là, mais comme tu sais, dans mon cas, l'été, on allait cueillir des fraises. Puis durant les mois d'école, je faisais la livraison pour des dépanneurs. Mais toi, dans ton cas, est-ce que tu as eu un petit peu ce parcours-là Bro, il aussi? allait à l'école privée. Pas besoin d'aller cueillir des fraises. Non, mais ça dépendait des individus. Ouais, Tu sais. ouais. Moi, j'avais besoin d'argent de poche, fait que j'allais travailler, mais ma mère, elle me forçait pas, là. Ok, c'était toi qui as pris la décision Ah de oui, cueillir les ah oui, fraises et ouais, des beans. ouais. Ben, bonne question. Écoute, j'ai pas vécu où mes parents n'ont jamais rien forcé à rien faire. Ils ont juste guidé puis donné leur opinion là-dessus, tout ce que j'ai fait. Les étés, nous, mes parents étaient beaucoup famille, donc les étés, on voyageait. Moi, je suis allé en France 5-6 fois dans ma jeunesse. Ils sauvaient l'argent pour aller là. Ma mère, elle me dit, tu sais, fiston, j'ai pas gros héritage à te donner, j'ai pas beaucoup d'argent à te laisser. Mais j'ai dit, ben, les voyages, c'est un héritage. C'est pas monétaire, mais les souvenirs que j'ai, les plus beaux souvenirs d'amour, de la famille, ça vient de ça, t'as investi là-dessus. Moi, perso, je n'échangerais pas un 100 000 ou un 200 000, un 500 000 pour ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, parce que tu peux pas le vivre. Tu sais, tu reçois 1 million, tu as 25, 30 ans, whatever. Mais ce que tu as vécu quand tu avais 5-6 ans, puis tu avais cette connexion-là. L'histoire avec mes oncles, avec mon grand-père, manger des saucisses merguez, aller voir Star Wars en France avec mon grand-père, en français. C'est priceless, comme le Mastercard a dit. Là. Ça fait que, oui, nous, on voyageait, donc il n'y avait pas cette demande. Ouais, ta mère et moi, là, on a la même philosophie. Moi, c'est ça que je dis à mes enfants, là. Je vais pas vous léguer la grosse mansion, là, mais vous allez voyager puis vous allez vivre des expériences. Puis, c'est tellement enrichissant. C'est ce qu'on a fait avec nos enfants aussi, avec mes enfants à moi. Mais alors, c'est ça. On n'est pas allé travailler. J'ai pas eu à travailler. On voyageait. Ouais. Mais quand j'avais comme... Tu sais, j'étais à l'école, je m'en souviens, il y avait une fille. Ça, c'était quand j'étais à Brassard. Alors, on déménageait à Brassard. OK. Ouais. T'es resté sur la Rive-Sud quand même. Ouais, à Longueuil, ça, à Brassard, mes parents ont acheté ça. On avait un semi-détaché avant, puis là, on est allé à Brassard, ouais. Puis, oui, c'est vrai, juste pour raconter encore une histoire, quand j'étais en secondaire 2, j'ai participé à un concours de poésie, puis j'ai écrit un poème sur le Cambodge. J'ai gagné le premier prix. De la poésie dans ce temps-là. Fait que ça, j'ai gagné le premier prix de poésie. Je ne retrouve plus le poème, malheureusement, mais je l'ai perdu. Mais bref, après ça, on est allé en secondaire 3. Ouais. Puis, à Brassard. Puis, en termes de sport, à l'école, c'était du handball. Puis, j'étais encore gardien de but. J'étais gardien de handball. Ouais, j'étais gardien de but. On était des champions régionaux. On est devenus champions régionaux. Ouais. C'est que j'aimais ça, toujours être le gardien. Souvenez-vous, dans les années 80 jusqu'à mi-90, à chaque année, il y avait une compétition de cross-country, de course à pied à l'île Sainte-Hélène. Est-ce que vous... Non, t'as pas vu ça? Ça passait à la télé, là. C'était une émission à Radio-Canada. Je ne me rappelle pas exactement du titre, là. C'est action, quelque chose. On faisait ça par observation, on faisait ça, ouais. Mais toi, t'as pas... moi, non, j'haïssais courir. J'étais le nerd. C'était le goal. Je faisais... Ouais, c'est exactement. J'avais pas de cardio. Tu sais, les gens... mes amis qui, dans ce temps-là, me voyaient courir parce que je fais maintenant, ils disaient « Who the heck are you? » Right? C'est parce que j'avais pas de cardio, j'étais goaler. Ouais. Alors, je courais pas. J'étais toujours, tu sais, quand tu faisais le 3 km de ta certification, j'arrivais à un des 3 derniers. Là. C'est comme. C'est comme. Yeah. Fait que là, tu voulais sauter d'autres. Non, on peut du peu parce qu'on s'en vient à peu près à notre prochain topic. Là. Fait que là, tu as terminé ta secondaire, cégep.
t'es rendu où tu es aujourd'hui. Dans le fond, c'était quoi ton choix de carrière? Est-ce que tu avais quelque chose de planifié comme ou tes parents, ils voulaient te pousser dans une direction professionnelle ou académique, whatever, puis Il faut que tu sois docteur, toi aussi. Ouais, c'est ça. T'as-tu vécu ça? J'ai pas il faut que tu sois, mais considère Considère des docteur. options, Mon puis père ok. était ingénieur, donc ces professions-là sont bien perçues, sont là. Donc oui, il y avait tout ça. Quand j'étais au cégep, c'était comme... quand j'étais plus jeune, quand les gens se blessaient en dehors de chez nous, c'est moi qui sortais avec le band-aid, puis quand, tu sais, tout le monde était là, tu vois, Tito, docteur, docteur, docteur. J'ai été au cégep, et puis Édouard Montpetit, et ouais, effectivement, j'ai appliqué en médecine, j'ai appliqué en ingénierie. OK, aussi. Oui, OK. j'ai appliqué en ingénierie, j'ai appliqué partout parce que j'ai fait sciences de la santé qui était très, très C'était ouais. vaste. Puis j'avais quand même des notes pas pires, pas dans les top, top, top. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas été accepté à McGill, j'ai pas été accepté à Sherbrooke en médecine, j'ai pas été accepté à Montréal, mais j'ai été accepté à l'Université de Laval en médecine. En médecine. Québec. Oui, peut-être, à Québec. J'ai été accepté à McGill, Polytechnique en ingénierie, tout ça. Et j'avais aussi appliqué au HEC en business, right? Puis la seule raison pour que j'ai appliqué au HEC en business, c'est parce que dans mon groupe d'amis, et qu'on étudiait ensemble, un de mes amis, il parlait de sa cousine qui est allée au HEC en comptabilité, puis elle a eu une job avec, je ne me rappelle pas, KPMG ou de là, une des grosses firmes des top 5. Puis j'étais là, c'est cool. Puis là, ça me rappelait le sport, tu sais, les gens qui allaient à l'université aux États-Unis, puis qui se font drafter, recruter avant qu'ils finissent l'école. Je dis, ça se fait ça en business? C'est comme, wow, OK, je peux avoir une job. Donc, tu sais, la mentalité, c'est comme apprendre, école, boulot. École, métier. Donc, j'étais comme, OK, ben c'est ça que je vais faire. Je vais aller, je vais appliquer, puis je vais être comptable. Donc, je suis allé au HEC. En comptabilité. J'ai appliqué partout. J'étais à McGill, j'étais accepté partout en business. Là. Ouais. Et puis, moi, mon autre truc, c'est d'être allé en comptabilité. Parce que le cheminement, c'était comme, je me ferais recruter, puis mes parents seraient comme, OK, il n'est pas allé à la médecine, il n'est pas en ingénierie, mais il a une job, puis c'est ça, c'est d'avoir un métier. Tu sais, ce qui est fou, je veux dire, c'est que même moi, là, m'aurais dit, il faut aller au cégep, j'aurais pas eu autant d'options, pas d'options de penser. Comme là, toi, tu penses, OK, là, j'ai ce choix-là, je peux aller là, je peux peut-être aller en médecine, j'ai entendu de la comptabilité, hop, ingénieur, hop, j'ai peut-être cette option-là, je vais appliquer dans toutes ces sphères, puis ce qui arrivera, je prendrai ma décision. T'as déjà pensé comme ça un peu, toi aussi? Je sais pas si c'est la bonne façon de voir ça, là, mais c'est peut-être aussi une question familiale dans laquelle on a grandi. Tu sais, est-ce que nos parents, ils ont une vision claire de l'avenir pour bien guider les enfants, tu sais? Comme moi, dans mon cas, bon, c'était le modèle de mon grand-oncle qui était médecin, puis de la famille qui était aussi ingénieur avant qu'il se fasse massacrer durant le génocide. Hein? Fait que c'était juste ces deux choses-là, tu sais, que la famille prêchait tout le temps, là. Mais on n'avait pas une vision élargie comme Tito, mais Tito, sa famille, c'est comme dans le cas de son père, il a eu un vécu quand même, on va dire, académique ou professionnel, quand même très Ça reste être un choix aussi wide. personnel, je veux dire. Comment, toi, ouvertement, tu t'es donné ces options-là? Parce que même moi, aujourd'hui, si tu me disais, qu'est-ce que tu veux choisir dans la vie? J'ai peut-être une option ou deux, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Et toi, tu as quand même dit, j'ai cette sphère-là, j'aime cette sphère-là, j'aime cette sphère-là. How was your brain working for those decisions? Écoute, c'était toujours la même chose parce que je pense que ça revient encore à mon truc d'être adapt to change. Ouais. Et puis, c'était comme, j'étais pas sûr de ce que j'aimais vraiment. OK. J'étais pas sûr, je savais pas qu'est-ce que j'aimais vraiment, qu'est-ce que je voulais. Je sais que j'étais bon à l'école dans des trucs que je faisais que j'apprenais bien. Mais, je voulais avoir des options. C'est ça. Et, tu sais, je suis allé au cégep, c'était la branche qui donnait plus d'options. Quand tu allais en sciences santé, tu peux aller n'importe où après. Okay. Tu décides. Fait que je suis allé dans sciences santé. J'ai fait sciences santé.
J'ai eu mes notes d'ancien en santé, j'ai appliqué. Puis j'ai appliqué dans tout ce que... tu sais, mes parents m'ont pas dit « faut que tu fasses ça ». Ça. C'est comme « considère ». D'ailleurs, quand j'ai appliqué tout ça, c'est moi qui ai appliqué tout moi-même, qui a fait tout. Quand je suis arrivé à la décision, c'est tellement... Tu sais, quand tu y repenses, mais je le savais déjà même dans le temps. Tu sais, c'est comme, quand je fais la décision d'aller en business, ça me tentait pas d'aller en médecine. Parce que je suis comme, 7 ans encore, je ne tente pas. Ouais. Tu sais. Puis ça, c'est limiting beliefs. On parle souvent des croyances limitantes, parce que c'est un limiting belief que j'avais. Tu sais. Ce qui est arrivé après ça, c'est quand j'ai ces options-là, puis j'ai eu, OK, maintenant, il faut que je choisisse. Puis là, j'étais accepté dans toutes les universités, je choisis laquelle. Là, j'étais comme, j'avais aucune idée, j'ai même pas fait mes recherches. On n'avait pas ChatGPT ou Claude ou Google dans ce temps-là. Fallait faire... Moi, j'étais là, j'ai comme, je vais aller voir, tu sais, dans le coin, je vais aller voir l'Université de Montréal, puis je vois le CEPSUM, le centre sportif. Oh, c'est cool, il y a un gym. Puis moi, j'étais un rickety, toute maigre, je vois rien, je courais pas, tu sais, je suis goaler. Et puis là, j'arrive, je dis, OK, faire de la muscu. Yeah. C'est inclus dans... Quand tu es étudiant, puis ça, tu as accès au gym. C'est comme ça que j'ai choisi mon université. C'est comme... C'est rien à voir. Il y a rien de... Ça, c'est la meilleure école. Là, j'ai découvert après, HEC avait un bon programme. C'était une université reconnue avec HEC Paris. Puis comme, OK. Je suis comme je dis, j'étais blessé, béni, j'étais chanceux. Quelqu'un qui me guide, tu sais. Mais je suis arrivé là, fait que je suis arrivé au HEC. Puis, premier cours de comptabilité, j'ai haï ça. J'ai découvert, je dis, my God, je ne veux pas faire ça le reste de ma vie. No way, qu'est-ce que je fous? Et j'ai fait une introspection. Je suis arrivé une fin de semaine, puis j'ai dit, toi, tu vas regarder ce que tu aimes vraiment faire. Et j'ai fait une étude pendant une semaine, puis savez-vous ce que j'ai découvert? Ouais, j'ai découvert que j'aimais regarder la télé. Parfait. C'est combien de temps? Qu'est-ce que ça veut dire par combien de temps? 40 heures. 40 heures semaine, tu aimais ça regarder la télé. Le TV. Okay. J'ai mesuré. Parfait. Puis je dis, c'était comme une job à temps plein. Comme... T'as fait des recherches, est-ce qu'il y avait une job qui... Non, là, j'étais là, j'ai regardé, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je savais quand je regardais des émissions, j'allais sur la télé, j'écrivais des scripts. Miami Vice, j'ai écrit des scripts pour Miami Vice. Moi-même, de par nature, j'écrivais. Puis je dessinais, j'écrivais. Je n'étais pas un très bon dessinateur, je faisais juste du carbon copy. Là, mais j'écrivais beaucoup, les histoires et tout ça. Et je faisais des pièces de théâtre au secondaire. J'ai écrit mes pièces de théâtre au secondaire. Donc, j'aimais ce côté-là créatif. Là, je me suis dit, wow. Puis là, j'ai découvert que quand j'écoutais des pubs, je réécrivais des pubs. Des publicités à la télé. Je dis, il devrait faire ça. Puis je dis, non, je veux dire, ça, il devrait faire ça à la place. Puis, tu sais, c'est comme dans ce temps-là, il y avait Coke, il y avait Coke puis Pepsi, puis moi j'avais écrit une pub, c'est comme avec Hulk Hogan, de mec connu dans le temps. Je dis, imagine Hulk Hogan going over here, looking at a Pepsi can and a Coke can, and it's like taking the Coke can and then crushes it up and rips out the shirts. Puis under the shirt, it says Coke, it says, what you gonna do when Coke Mania run fall on you? C'est des trucs de même. Puis juste, il y a quelqu'un qui fait ça, là. C'est comme. Je suis allé voir qui faisait ça. Puis c'était des agences de publicité. Ça fait que cet été-là, je suis allé trouver tous les livres de pub qu'il y avait dans la bibliothèque. Puis des livres? Oui, des livres de pub. J'ai lu 5 livres de publicité. Des Ogilvy on Publicity, Jean-Jacques Seguela, Hollywood d'art plus blanc, Cossette Communication. J'ai tous ces livres-là. Puis je dis, c'est donc bien cool, Là, c'est cool. Puis là, je suis revenu en deuxième année au HEC parce que la première année, c'est général, tu couvres tout. Dans la deuxième année, tu choisis. Là, j'ai découvert, ça s'appelait marketing. Il n'y a aucune idée avec quoi. Je dis, c'est marketing. OK, faire marketing. Puis je suis revenu au HEC, je me suis spécialisé en marketing, mais dans l'association marketing, j'ai pitché une idée pour créer une agence de pub. Puis mon truc, c'est, on serait une agence de pub, puis on irait dans les business autour, puis on leur pitcherait pour faire la publicité aux étudiants dans l'université. Puis on a la radio, on crée des pubs, des spots publicitaires à la radio, puis il y avait des écrans de télévision
qui postaient tu sais, les cours et tout ça, des petits messages. Demain, je dis, les télévisions, on peut rediffuser des vidéos qu'on recréerait avec le. On a un club vidéo Ouais. au HEC. Fait que Ouais. nous, on vendrait des spots sur l'écran de TV, dans la radio étudiante, C'est pour money, pouvoir generate money. pour monétiser ça. Wow. Ça fait que, on est parti ça pour en créer l'agence de pub. Puis, tu sais, j'avais juste lu des livres, j'ai jamais fait ça avant. Puis, on était allé pitcher, puis on a eu des contrats. On a eu des contrats. Tu sais, on utilisait des mots. Tu sais, c'est pas du unique selling proposition. Nous, on présente des unique selling language. Parce que vous savez pas comment parler aux étudiants. Nous, les étudiants, on va pouvoir parler aux étudiants. Tu as recruté du monde pour faire partie de ton équipe? Oui. C'est du monde qu'on payait pas parce qu'ils ils avaient d'expérience. Ça venait prendre de l'expérience avec nous. Tu sais, je me souviens encore, j'étais dans mon cours de marketing, puis on avait parlé de publicité. Je regarde là, les gars, là, Marc. J'ai dit, Marc, tu sais, on l'écoute ou on descend faire une pub? On est parti du cours. Bref, mais en tout cas, on s'est bien amusé. On a une agence de pub, on a gagné des mandats, on a fait le logo pour le Supra, qui était le précurseur du Manic, précurseur du ECF. Oui. Le Supra de Montréal, c'est nous qui avons fait le logo du Supra de Montréal. On a bâti des films professionnels. On a gagné le mandat de faire la pub sur la publicité pour la vente du dragon. Ouais. Fait qu'on a eu du fun. On a eu du grand plaisir. Fait qu'entrepreneurial, dans ce temps-là. Et puis quand tu générais de l'argent à travers les pubs dans le HEC, c'était ta business ou de l'argent? Non, l'association. À l'association. Ouais. Donc, tu as créé une association. Non, il y avait une association qui existait déjà. Ouais. On était un service dans cette association-là. Ouais. Puis on collectait de l'argent de l'association. Après ta graduation, tu as gradué en... J'ai gradué en marketing en 89, ouais. Est-ce que de là, ça commence ton parcours chez Starbucks ou ça a pris encore un petit peu de temps avant? Non. Un peu de temps. Ce qui est arrivé, c'est que tu t'entames sur quelque chose. Donc, dans ce temps-là, les employeurs venaient dans l'université puis ils cherchaient pour recruter des gens. Puis c'était tous des gens en marketing, toutes des de vente. Représentants. Alors, j'ai fait des interviews avec Xerox, IBM. Entre-temps, j'ai eu un stage chez Labbé, où j'étais assistant gérant au Labbé, 2e étage, du programme de gestion. C'est Catherine, là? Ouais, non, sur Promenade Saint-Bruno. Ah, OK. Oui, j'avais appliqué, encore une autre chose, en 2e année, j'avais appliqué pour ce poste-là. En deuxième année. Ouais, 2e année d'université. Ouais. Après ma première année d'université, Ouais. après la 2e année d'université, j'ai appliqué pour ce... Deuxième année? Non. OK. Après la première année d'université, j'ai appliqué pour ce poste-là. Eux autres cherchaient juste des gens en 2e année, mais j'ai appliqué quand même. J'ai pas eu la job, mais ils m'ont dit, mais non, t'es pas encore rendu où ce qu'on est, mais on va donner une job chez Labbé comme collecteur. Tu sais, collecteur, t'appelles les gens, tu peux payer ta carte de crédit B, Samsung, ça. Fait que je suis tombé cet été-là, j'ai eu cette job-là. J'étais dans l'écosystème de Labbé. Right? Puis je dis, OK, correct, je vais prendre la job, ça paye, puis je suis au bureau, puis au centre-ville, nanana. Puis quand l'été est fini, ils m'ont dit, ben, tu peux-tu être superviseur pour la fin de semaine, pour les temporaires? Fait que tu travailles juste les fins de semaine. Ouais, 15 heures, 10 à 15 heures semaine. Ouais, c'est ça, 10 à 15 heures en fin de semaine. Puis c'est toi qui as le superviseur de... Oui, OK, correct, je fais ça. Mais l'année d'après, quand le programme est revenu, ils ont recruté, mais ils m'ont dit, tu rentres dans le programme. Je n'avais pas à faire d'entrevue, tu es dans le programme parce que j'étais déjà. C'est juste pour rappeler, c'est comme quand tu te mets dans l'écosystème, des fois, tu prends quelque chose qui n'est pas ce que tu veux, mais tu rentres dans l'écosystème, tu as un in. Ouais, c'est un stepping stone. Ouais, toujours prendre ça en considération. Tu penses que j'ai pas eu, mais encore là, c'est adapt to change, right? C'est comme je rentre là. Là, je suis rentré dans ça même. J'avais 19 ans, puis j'étais assistant gérant sur le 2e étage avec des employés qui avaient 40 et plus, qui étaient là depuis longtemps. Puis c'était comme, j'ai appris beaucoup, eu du plaisir avec ces gens-là aussi. Early 20s? Early 20s? 19 ans, ouais. 19, OK. J'avais 19. Et puis, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ils t'ont pas appelé avant de fermer, hein?
Pardon? Ils t'ont pas rappelé. Non, je suis parti de là, j'ai pas continué et que j'ai pas poursuivi. Non, parce lui, que ils t'ont pas rappelé avant qu'ils ferment les Ouais, portes ouais. officiellement. Non, mais c'est drôle parce que tu parles ça parce que c'était opération. Puis que j'aurais pu poursuivre, devenir opérateur. OK. Parce que c'était comme, j'étais tout en pub, ça me tentait de faire ça. Puis là, j'ai appliqué dans des compagnies pour être Xerox, IBM, tout ça, pour être sales rep, tout ça. C'est les jobs qui étaient disponibles ici. Puis à chaque fois que je rentrais dans une entrevue, je sortais mon portfolio de toutes les pubs qu'on faisait dans notre agence. Wow. Tu sais, je parlais de ça. Ouais. Puis là, j'avais un objectif très précis, right? Ouais. Mon objectif, c'est que quand tu vas graduer, mon Tito, tu vas travailler en publicité puis tu vas faire 24 000 par année. Qui était... en publicité, ça n'existe pas. C'était des salaires entre 16 et 18 000. Ah, OK. Ouais, parce que tu rentrais comme account rep, tu sais. Ouais. Puis c'est ça que je voulais. Je dis, tu vas trouver une job parce que tu vas entre 24 000. Et là, à chaque fois que je rentrais pour ces jobs-là qui étaient entre 24 et 26 000, tu sais, je parlais de ma... Là, je me rappelle le directeur de, je pense, c'est Xerox. Tito, t'es un passionné de la pub. Va travailler dans une agence. Pourquoi tu fais une entrevue ici? T'as l'air d'aimer ça, tu vas réussir. Uh-huh. Dans ma tête, je dis, ouais, je sais, mais ça fait pas 24 000 piastres. Mais ça, c'est en C'est- quelle année, c'est- ton 24 000 piastres que tu 89. fais? En 89. 89. Fait que c'était quand En même 89. intéressant comme ça. Ben, c'était vraiment intéressant. Après, j'étais là, j'étais comme, ouais, mais là, je suis sorti, puis là, tu sais, j'ai été refusé, pas retenu. 3-4, là. Je suis sorti sur le boulevard René Lévesque. Tu sais, dans ce temps-là, ça avait le boulevard Dorchester, puis je me suis sur le trottoir, puis j'ai commencé à brailler. Ah oui, hein? Oui, parce que je t'ai dit, qu'est-ce que je fais, mon Tito? T'as fini là, t'es pas allé en médecine, t'es pas allé en ingénierie, tu vas finir ton truc, t'auras pas de job. Une remise en question. Puis, tu sais, tes parents, puis tu sais, ton truc, c'est d'avoir un métier, là. C'était ça, tu sais, étudier, right? Study, school, Ouais. job. School, job, c'est comme... Puis là, bon, tu sais, il faut que tu changes ta stratégie, il faut que tu parles, il faut que tu arrêtes de parler de ton agence de pub. Parle plus de la pub. Fait que j'ai retweaké ma stratégie, que j'ai eu des entrevues avec Dow Chemicals, Petrocan. Avant que je continue, ça a-tu, ça a commencé? Oui, je veux m'assurer. Absolument. Ouais. Petrocan, Dow Chemicals, j'ai eu des entrevues avec eux, puis j'ai monté, puis j'ai eu une compagnie qui s'appelle Shell aussi. Tu sais, puis j'étais un des deux dans tout ce qu'ils ont recruté. Ils ont fait voyager 3 personnes à Calgary, ou qui vont en retenir 2. Donc, une personne n'aurait pas dans le job. Fait que là, je m'en vais là-bas. Puis là, tu as une série d'entrevues ici. Là, tu t'en vas là-bas. Puis là, ils font rester au Westin Hotel, le souper, tout high-end, puis ils te donnaient assez d'alcool, voir ce que les gens qui prenaient trop d'alcool, tout ça, puis les gens qui se retenaient. Et là, je me retrouve dans le bureau du Regional Vice President de Shell, Richard Duke. Puis, beau bureau, tu sais, vue sur tout le truc, sur Calgary. Puis, c'est super gentil, convivial comme gars. On parle, c'est très personnel, c'est très convivial. Puis là, j'arrive, je dis, can I show you something? Je sors mon portfolio d'agence de pub. Là, je commence à parler. Puis là, il dit, that's very good, very good, very good. Et puis là, je ferme. Puis là, je retourne à l'hôtel. You stupid MF. Hey, stupid dude. Stick to your strategy. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens de manquer ta barre. Tu sais, ton bateau, là, ça n'a pas d'allure. Mais ce soir-là, j'avais une offre de 26 000 de Petro-Canada, puis une offre de 25 000 de Dow. Je dis, OK, c'est not too bad. quand même une offre. I got ça, mais j'ai bien aimé Richard, puis tout ça. J'ai dit, comme j'aurais aimé ça travailler avec lui. Là, je retourne. Le lendemain, deux jours après, je reçois une offre de Shell. J'ai eu une offre. Puis c'était dans le département de pub. Oui. Oui, dans le département de Marketing Communication, à 24 000. Ah ouais. Là, j'étais là. Là, je dis à mes parents, Papa, je pars à Calgary. Ça arrive à Oui. Calgary. Puis là, encore là, 24 000, c'est pas 25 000, 26 000. C'était pour un 2 000 de plus, j'aurais pu rester à Montréal, rester avec mes parents. Là, j'ai dit, non, moi, je m'en vais à Calgary. Ouais. 21 ans, je déménage et je
Shell me déménage, paye pour... Mais j'avais pas grand-chose à déménager, on s'entend. Tu sais, je suis allé chercher mon appart là-bas, j'ai jamais vécu tout seul. Mais sauf que j'ai fait l'armée aussi, right, l'armée canadienne. Il faudrait que tu... Ouais, j'ai fermé l'armée. Fait que j'ai appris à faire ma lessive, tout ça, puis changer mon truc. J'avais quand même un petit truc de savoir ça. J'étais pas le fils à maman qui savait pas faire son lavage, puis tout ça. Mais bref, ça fait que ça, je suis revenu à Calgary en 1989 dans le département de marketing communication comme interne stagiaire. 3 mois après, mon patron qui était là, il vient juste de rentrer, David, il vient d'entrer dans Marketing Communication. Lui, il arrivait d'Imperial Tobacco. Puis il y avait une autre personne qui était rentrée aussi, qui travaillait sous lui, qui s'appelait Diane. Elle venait de Montréal aussi. Donc, c'est une nouvelle, puis avec quelques autres postes. Il y avait Randy qui était là, puis il y avait Dave aussi, qui travaillait dans ce département-là, puis Jim. Et Diane puis mon patron ne s'entendaient pas. Donc, elle a perdu son poste, sauf qu'ils ne l'ont jamais remplacé. Fait qu'il a repartagé les tâches avec moi. Donc, j'ai eu des tâches que j'ai eu à faire. J'ai travaillé sur des campagnes. C'est vraiment un remaniement que jamais mon bureau, il regardait sur le 29e étage. J'avais le bureau, j'avais ma coordonnatrice, j'avais 21 ans. Ma tête était grosse dans même. J'étais tête enflée. C'est pas la porte. Ça n'a pas d'allure. J'étais comme le petit jeune. I've arrived, my God, what I'm doing here. Puis je travaillais sur des campagnes, puis j'avais du plaisir. C'était quoi les bugs qu'on a vus sous ton... j'ai fait des trucs avec Michel Courtemanche. J'ai fait avec Yvette Dunn, des trucs comme ça. J'ai refait le réunion. On a passé de Shell à Shell Help, ça. Shell vous aide. Avec l'agence de pub là-bas. On a gagné des prix pour on a fait un photoshoot avec des F-14 avec l'huile. C'est l'agence qui a tout monté ça. C'est comme, j'avais pas d'affaires là, vraiment. J'avais une compréhension de la publicité parce que j'avais fait une agence. C'est ça qui m'a aidé. Ça, encore pour vous dire que des fois, tu connectes pas de dot, mais ça arrive là. C'est ça. Puis, Shell a une conférence internationale qui réunit tous les marketing communication managers à travers le monde. Et à l'intérieur de Shell, les gens qui deviennent des marketing communication managers qui sont rentrés là, c'est des gens qui ont grandi dans l'entreprise. C'est-à-dire, c'est un poste où tu arrives là. Mon patron, parce qu'il était en dehors, j'étais chanceux. Il était en dehors de la culture Shell, il a décidé de m'envoyer. Puis il a parlé à un autre gars qui était à UK aussi. Yeah, I'm selling Tito. Yeah, good son Tito. He knows what he's doing. Fait que je suis allé là-bas pour représenter le Canada. Puis il y avait un concours là-bas pour faire une étude de cas, faire une campagne publicitaire. Mon équipe a gagné. Fait que on est revenu, disait hey, Tito just won the cup. Puis les autres, ils ne savaient pas comment monter une campagne publicitaire parce qu'ils ne travaillaient pas du côté. Ils venaient juste de rentrer dans le poste. Moi, j'étais du côté agence parce que ce que j'avais fait pendant 2 ans avec notre agence de pub, ça fait que j'avais une façon un framework que j'avais déterminé. En tout cas, ça, juste pour vous dire, c'est ça. Fait que là, j'aimerais ça revenir sur ton expérience dans l'armée. C'est quoi qui t'a... Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette avenue-là d'aller dans l'armée? OK. Alors, pour spécifier, c'est une job d'été. C'était quand j'étais au cégep, c'était la dernière année de cégep, l'armée est venue recruter. Ils cherchaient les gens qui font la parade à Ottawa. Les petits necks rouges, c'est Canadian Grenadier Guards qui appelaient ça. Donc, ils recrutent pour rentrer dans l'armée. Faut que tu rentres. Je suis rentré dans l'armée. Mais c'était la job d'été qu'ils recrutaient pour. Fait que j'ai appliqué pour ça. Et j'avais une décision à prendre parce que cette même année-là, j'étais à Brossard. Puis moi, je jouais au tennis. Okay? À Brossard. Puis je jouais beaucoup au tennis. À Brossard, ils pigent les noms des gens. Ils pigent les noms pour pouvoir les jobs dans la municipalité. Puis mon nom était pigé pour être surveillant de terrain de tennis. 17 piastres. Chanceux. 17 piastres de l'heure. C'est bien payé. 17 piastres de l'heure. En 89. Ouais. OK? Puis c'est comme, chanceux, le monde tue pour ces jobs-là. Right? Ouais. Puis je suis comme, là, je suis rentré travailler. Puis là, tu sais, surveillant de terrain de tennis, on s'entend, là. Je suis mort, puis je prends des horaires, tout ça, puis je joue au tennis. C'est comme, it was the life, right? Puis là, 2 semaines après,
Ben, l'armée canadienne dit, ben, j'ai passé l'entrevue, tout ça. OK, on fait une offre. C'était comme tout l'été, 3500 pour l'été. Logé, nourri. Ouais. Puis là, la personne qui nous recrutait, elle dit, hey gars, venez avec nous. Tu sais, vous allez avoir de bouffe, on va avoir de la piscine, il y a tu sais, l'équipement de faire de la muscu, tout ça. Vous travaillez pendant la journée, puis le soir, c'est chill, c'est relax, la piscine. Hein. Moi, j'étais comme, OK, il m'a fait payer 3500. Je suis là, c'est une différente expérience. Mon père, mon grand-père ont tous été dans l'armée cambodgienne. Fait que j'ai dit, why not? La doute, j'ai dompé le truc à 17 pièces de l'heure, qui était plus facile faire ça. Puis, ouais, si j'avais, sachant ce que je sais maintenant, si j'avais retourné dans le passé puis à reprendre la décision, je reprends la même décision. Cette expérience-là m'a donné beaucoup d'apprentissage sur la discipline, sur comment travailler avec des gens, comment amalgamer des gens qui ne se connaissent pas du tout, comment le faire de façon très rapide pour que les gars, tu sais, quand tu vas en guerre, il faut que tu saches la personne à gauche puis à droite. Et ouais, c'est une caramellerie. Puis quand tu ne rentres pas dans le nucléus, là, tu te fais ressortir en titi pas mal rapide, puis tu t'adaptes. Puis aussi, j'étais le seul Asiatique. Il y avait, ça, hein? ouais, il y avait un Asiatique, ben mon Master Corporal, il était noir. Master Corporal Charles. Fait que j'avais un hindou, il y avait moi, l'Asiate, c'est des deux. Les autres étaient tous des blancs. Puis c'est drôle, j'ai des histoires d'en plus finir, un cas de quand on faisait nos parades ou quand j'étais, tu sais, on faisait la sentinelle, là, tu sais, la sentinelle devant la maison de gouverneur, nos chiffres, on s'en de même, on devant comme ça. Puis l'autobus arrivait d'un bord, puis c'est l'autobus, puis dès qu'il y avait un autobus qui arrivait, puis c'est du Japon, là, il sortait de ça. Puis tout ce que tu entendais, c'est tous les Japonais viennent là, puis tout shake un Asiate, là, c'est drôle. Puis tout le long, quand on faisait la parade devant le Parlement, tu sais, il y avait des touristes asiatiques qui suivaient notre division à nous parce qu'il y avait l'Asiate qui était là. Mais t'avais pas fait ton BMQ à Saint-Jean? Non, c'était pas à Saint-Jean, c'était à Petawawa. Puis j'étais à la base à Ottawa. Puis j'ai été certifié Sniper Level 1. Ouais. Non, c'est mon temps-là. Mais on a eu des bonnes fêtes. J'ai fait du rappel d'un hélicoptère à 100 pieds. Ah oui. T'avais-tu dit que mon gars, il était à Petawawa aussi? Ah non. Ouais, ben Jérémy, celui qui est boxeur, là. Ouais. Il a fait Petawawa, puis il est parachutiste. Mm-hmm. Il a été stationné en Nouvelle-Orléans. Ah, OK. Ah ouais, je savais pas. Je savais pas ton état en main. New Orleans, Ontario. Dans quel New Orleans. quel régiment? Yes, States. Attends, Princess Margaret. OK, ouais. C'est ça. Ouais, ça, c'était mon passage dans l'armée. J'ai eu du plaisir, j'ai pleuré aussi. Il y a des moments où c'est comme, ce que je fais ici, ça n'a pas de faire avancer en titi, là, c'est comme, my God. Mais j'ai vu des jeunes hommes de 18 ans la première nuit. Là, je pense que je te dirais que 95% de la baraque avait des larmes. C'est la première nuit, après la première journée. Ouais. Mais c'est tellement depressed. Moi, je suis allé à la baraque là, pour aider mon gars à déménager. Là. C'est tellement depressed, man, la vie là-bas. Tu sais, il y a rien de... Tu sais, quand tu arrives dans un resort, tout est fait pour te faire sentir bien, puis tu te retrouves quasiment dans le paradis. Mais là-bas, mon gars, c'est comme quasiment une prison. Là. C'était militaire, là. Il go et Pas là pour t'amuser, là. Pas là pour t'amuser, là. Pas des Juste à dire, tu sais, nos après-midi au bord de la piscine, ça. C'était pas la c'est pas qu'est-ce qu'il y On avait n'a pas eu dit. peur. On n'a pas eu C'est peur. pas Il y avait qu'est-ce dans qu'il y avait dit. peur. C'était loin de ouais. Moi, quand je t'ai connu, c'est toujours à travers que toi, tu es venu me recruter. Faut qu'on a commencé la F3CM. Ouais. Tu m'as vu avec la communauté, tu m'as recruté. Ensuite, on a fait Decode ensemble. Puis Decode, c'est un peu là. Plus Decode, c'était un événement de leadership. Ouais, référence, ouais. La conférence. Puis, Tito m'avait amené à animer l'événement. Okay. Donc, m'a sorti de ma zone de confort. T'es une personne capable de faire ci, t'es capable de faire ça. OK, t'es sûr, Tito, it's Danny, you have to do it. Puis dans cette conférence-là, Tito aussi a parlé un petit peu au début. Puis qu'est-ce que j'aime de Tito?
ou qu'est-ce que peut-être j'aime pas aussi, ça dépend à comment on peut le voir, c'est que Tito va tout le temps challenger quelqu'un. Oui. OK? Tu sais, quand on va poser une question, très anodin. Tito, moi, je suis courtier immobilier, puis j'aimerais ça, faire ça. Mais tu sais, je sais pas, ça fait 4 ans, puis je trouve que j'ai stagné. Tito, il dit, mais pourquoi? T'as pas fait ça? Tu sais, le temps. OK, mais pourquoi? Ton temps, ça fait quoi ton temps? Ouais. Tu sais, je trouve qu'avec. Mais pourquoi? Ah ouais, tu sais, puis il repousse, puis là, le gars, Mais Tito, exactement. Il n'y a pas de statu quo là, avec Tito. Il n'y a pas de statu quo. C'est peu importe que ce soit dans un meeting avec ça. Ben, c'est ça. Tantôt, justement, je dis à Tito, David, il est en chemin, là. Il y a du trafic sur le pont. Il dit, mais est-ce que ça change le fait qu'il est par là? C'est ça, dit. Il dit, t'as raison, c'est moi qui l'ai là. Moi, ça me fait penser à the Chief of Staff là, de George Bush. Là, c'est quoi encore? Colin Powell, qui disait always challenge the statu quo. Always challenge the pro. Mais je vois ça dans la personnalité de Tito. Puis c'est bon, on a besoin de se faire shaker. Ah ouais, Tu sais, dans n'importe quoi, là, tu shakes pour... Tu sais, un peu quand tu racles le sable là, Pour trouver l'or. Pour trouver l'or. Uh-huh. T'as pas le choix. Il faut que tu fasses le nécessaire là, pour arriver justement aux pépites d'or. Là, tu sais. Puis c'est ça qu'on constate chez Tito. Tu sais. Et moi, je trouve ça bon. Là. Ouais. Puis moi, personnellement, je trouve, quand on a un meeting, là, ou quand on fait justement comme quelque chose comme aujourd'hui, je dis, si Tito n'est pas là, c'est correct, ça va être pas pire, on est capable de communiquer. Mais Tito amène tout le temps comme, si quelqu'un challenge quelqu'un, je sais que Tito, il a revisé ce challenge-là, même si peut-être, c'est peut-être même pas arrivé, personne ne va challenger, mais Tito, il sait que peut-être ça peut arriver que quelqu'un challenge ça, puis il va déjà avoir une réponse pour ça. Moi, non, sincèrement, c'est vraiment ça. No jokes. Ouais. Moi, je me dis, OK, j'ai là, j'écoute. Should I say it? Should I say it? Non. And then Tito is going to say, excuse me, guys, excusez-moi. Je sais qu'on va s'éterniser là-dessus, là, mais on est correct. On est protégé. Tout est beau. Regardez la charte. Tout est correct. On est protégé. C'est juste, là, on s'éternise sur un mot, là. Juste un mot, on va s'éternise. Changer le mot, c'est tout, puis tout va être correct. Là, tu vas dire, c'est vrai, hein? On est protégé. Oui, tout est beau. OK, on continue. You know? Ouais. C'est drôle, on parle d'une petite compagnie qui s'appelle Amazon. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. Amazon, ils ont, dans leur livre, c'est ça, une de leurs valeurs, c'est Create a culture of dissent. OK. Donc, c'est une culture de challenge. Ils veulent vraiment que les gens continuent à travers toute l'entreprise. Et dans les firmes de consultants, la plus grosse firme de consultants qui s'appelle McKinsey, c'est la même culture qu'ils engendrent avec les jeunes qui rentrent. Ils leur poussent à challenger les grands partenaires, fait que des grands boss, whatever. Et ça, c'est dans ces firmes-là que ça existe, mais ça existe depuis toujours. Ouais. Dans GM, Alfred P. Sloan, c'est la première chose qu'il regarde. Il dit, ils ont une grosse réunion, c'est toutes les VP internationales de General Motors dans ce temps-là. Là. Il est en train de parler de souveraineté, puis tout le monde dit, lui, il bande et dit, you guys are all okay with this? Tout le monde, let's take a vote. Tout le monde lève la main, yeah, we're supporting this. Il dit, okay, good. So it's 5 o'clock, let's go home, and then let's reconvene. Puis là, le meeting, c'est soit fini, là. Continuez pas, là. Il dit, let's reconvene tomorrow. Think about it. There's no way everyone agrees on this. There should be something wrong with it. Fait qu'il a challengé pour revenir, parce que aucune idée est absolue dans sa perfection. Mais t'as-tu remarqué avec ta propre expérience sur le terrain qu'il y a un dark side ou plutôt un effet collatéral? Je vais m'exprimer autrement, là. Tu sais, de cette culture-là de tout le temps challenger, pousser pour tout le temps atteindre des objectifs, puis surpasser, briser les targets, tout le temps être high performance. T'as-tu rencontré, toi, l'autre côté plus humain, où ce que, tu sais, veux pas, quand tu essaies tout le temps d'étirer l'élastique ou de pousser la machine à fond, à un moment donné, man, ça break. Tu sais? Puis moi, quand j'étais à Loblaws, écoute, nous, on était des cadres, fait que c'était tout le temps, là, dépasser le budget qu'on s'était fixé, puis tout le temps mieux performer, puis nonobstant à ce qui se passe dans la réalité économique, il fallait tout le temps surperformer. Et
beaucoup des managers, des directeurs, des VP, man, c'était sur des antidépresseurs. Là. Toi, t'as-tu vu ou t'as-tu pu observer ça dans ce que tu as fait, dans Ben, ce que tu fais? je veux juste clarifier, est-ce que tu parles de la culture of descent ou la culture de performance? C'est deux choses différentes. Moi, je parle de culture of descent, right? Ben, c'est quoi la différence? La culture de scène, c'est exactement ça. C'est quand tu vois que ça brûle les gens, il y a quelqu'un qui se lève la main et dit « T'es en train de brûler nos gens. Something's C'est pas bon, là. C'est pas bon. là. » Ça, c'est descent. C'est que, Ah, OK. la culture de performance, c'est qu'on performe, on performe, on performe, on performe. La culture de descent, c'est comme, ben, beaucoup tout le monde est dans le bateau, mais excuse-moi, là. Hey, boss, Ouais. you might not see this, you're happy with this, but we got 9 people out of 18 that's on antidepressants. Like, is that good for you? Puis c'est là la culture de descent. La OK. culture d'acceptance, de performance. We're a culture, we Ah, boiler, ah. puis tout le monde en bas, puis rah, puis on win. Ouais. All expense, c'est une culture. Ça Ouais. fonctionne pour certaines organisations. Il n'y a rien qui est absolu, il n'y a rien qui est parfait. Mais moi, quand je parle de culture de scène, c'est vraiment de créer cette opportunité-là que les gens qui regardent ce que tu es en train de faire, puis pas tout le monde est d'accord, que quelqu'un a le courage et aussi on donne l'opportunité de l'environnement pour lever la main et me dire « T'as une minute là? Hmm. Vraiment? Mhm. Vraiment? Mhm. Puis que tout le monde écoute. Hmm. C'est pas que tout le monde, on dit « Oui, tu peux parler, mais nah, whatever. Ouais, ouais. Tu le squash tout de suite. » Mais tout le monde écoute. Mais pensons-y, là. C'est un bon point. Là. Quel point qui amène? Puis ça revient toujours à la clarté de ce qu'on essaie de faire. OK. Ouais, c'est comme tu dis tout à l'heure, est-ce que il y a des gens qui disent ben moi je vais le léguer à ma famille Ouais. 1 million, puis c'est mon héritage, je vais travailler pour. Good, c'est pas mauvais non plus, là. Mhm. Right? Right? C'est pas ce que nous, on a décidé de faire, on a la même que mes parents ont décidé de faire, que c'est meilleur que l'autre personne qui a décidé de léguer, qui a travaillé toute sa vie, léguer 1 million. On Ouais. ne dit pas ça. On dit, Ouais. est-ce que tu es clair dans tes choix? Puis quand tu fais un choix, que tu fais ou que tu fais pas, voici les conséquences. OK. Est-ce que c'est ça vraiment que tu veux? Si tu dis c'est ça, c'est good. OK. Tu es aware. Ouais. Mais des fois, on n'est pas aware de nos conséquences. Ça, c'est juste de prendre conscience, d'être réaliste vis-à-vis de notre propre nature, j'imagine, vis-à-vis de nos goals, C'est etc. difficile. Ouais. Ça Fait passe, que toi, j'imagine, quand tu as passé là, chez Starbucks ou chez MTY, tu as amené ça à l'intérieur de la culture de l'entreprise? J'ai amené ça, non, je pense que c'est pas mal jeune quand j'étais avec Starbucks. Ouais. Quand je me souviens à Starbucks, c'était en 94, j'avais 27 ans. Ah, OK. Quand même, non. Tu sais, ça fait que j'étais encore jeune. Ouais. Puis c'est Starbucks j'avais une idée de ce que c'est à cause de mes parents. Donc, mes parents m'ont formé d'une certaine façon à nos valeurs. Puis quand je suis arrivé avec Starbucks en tant qu'entreprise croissante, ils ont rajouté énormément pour raffiner, pour finir. Puis j'ai vu ce que ça pouvait faire d'avoir cette approche-là qui est humaine, puis Mhm. de continuer de faire quelque chose, d'évoluer de façon humaine et profitable. Que c'était possible. C'était possible que si tu prends soin de ton monde, tu pourrais être profitable. Tu sais, mais les gens encore, ma conclusion maintenant, c'est que oui, tu es profitable, mais la personne qui voulait un autre 3%, tu peux être aussi plus profitable encore, mais qu'est-ce que tu perds pour ça? Alors, c'est juste une question de ce que tu veux, est-ce que tu veux faire ça, qu'est-ce que tu es prêt à faire et de ne pas faire. Et ça, c'est le plus complexe dans tout engagement que j'ai en tant qu'avec des entreprises ou avec des entrepreneurs ou des exécutifs que je coach. C'est de revenir à regarder à l'intérieur, qui suis-je vraiment? OK. Et ce que je suis vraiment, est-ce que c'est moi qui l'ai ou c'est mon environnement? Puis on est tous un produit de notre environnement, nos parents, nos amis. Puis on doit refléter, voir. C'est ce que Marcus Aurelius fait. Il reflétait sur sa journée, voir est-ce que ça m'amène vers où ce que je vais. Est-ce que c'est bien ou non? Puis c'est continu, hein? Mon blog, c'est limitlessleader.blog. Puis c'est ça, c'est limitless parce que ça n'arrête pas, c'est continu. Et chez MTY, tu as apporté quoi comme culture? Chez MTY, j'avais la culture de ce que j'avais dit Starbucks. 20 ans, c'est ce que j'ai amené. C'est ma façon d'amener. J'étais 20 ans chez Starbucks. C'est ma façon d'amener ce qu'on avait. J'ai été engagé pour ça.
les frameworks et tout ça. Mais j'avais, tu sais, la personne qui m'a engagé, là, ma boss, Marilyn, qui était des mêmes valeurs que moi, tu sais, l'humain avant tout, prendre soin de l'humain, puis après ça, rédiger, leur donner les outils. Tu sais, la job d'un leader en entreprise, puis que j'aime pas trop le mot leader parce que tout le monde est leader, là, mais la personne qui a l'autorité ou la position, sa job primaire, c'est d'enlever les obstacles. Et c'est encore plus important maintenant parce que c'est impossible que tu vas tout savoir ce qui se passe dans ton entreprise, ça va tellement vite. Donc, il faut que tu enlèves les obstacles. Et puis, ce que je parle souvent, c'est que quand je parle de leadership avec des entreprises ou quand je fais des conférences, je leur dis, tu sais, regardez bien, quand tu arrives, il y a un chain of command. Tu sais, il y a un chain of command dans l'armée avec les Navy SEALs, right? Mais quand ils s'en vont sur une mission, là, il y a un chain of command définitivement, mais c'est qui le leader? Tu sais, la personne qui rentre dans la salle la première fois, c'est elle qui commence à l'idée. Parce que c'est elle qui va dire arrête, continue, deux par là, parce qu'elle a la vision du contexte, de l'environnement. Elle a la vision là, donc c'est elle qui doit l'aider. Puis c'est pas le Master Chief qui dit attends une minute, là, je vais aller voir pour confirmer ce que tu me dis, c'est correct. Non, il y a une confiance, qui est mis à cette personne. Fait qu'autrement dit, dans le contexte d'entreprise, c'est les travailleurs sur le terrain qui disent hey, on arrête, pause. C'est ça. Faut que tu vois faut que tu aies le feedback. Moi, j'appelle ça dans mon framework, on appelle ça EDAR, c'est le EDAR Framework, Explore, Design, Act and Reflect. Le reflect, c'est le feedback loop que tu as. Il faut que tu sois ouvert à ça, que les gens puissent dire de diriger parce qu'ils ont l'ampleur. Ouais. Mais en même temps aussi, c'est un loop parce que ça revient à toi. Est-ce que tu as bien fait le design? Tu as bien exploré ce que tu as? Est-ce que les gens sont clairs dans ce que tu veux entreprendre ou ils sont pas clairs? Ou toi, tu n'es même pas clair dans ta propre tête? Ça arrive souvent. Oui, c'est ça qui arrive. Parce que quand je fais des engagements ou je fais des ateliers avec les gens, ils parlent, ils disent, do you want this? And what about that? Oh, yes. Oh, what about, hold on. Well, I want both. Like, what if you don't have, which one are you going to choose? Tu sais, c'est comme, I want speed and I want quality. Je dis, yeah, on trouve une meilleure façon d'avoir les deux, mais un point où ce que tu vas aller très vite, mais tu n'auras pas la qualité. Puis j'explique à la personne, j'ai dit, you know, McDonald's, you know? Oui. C'est le meilleur hamburger? C'est ça. Non. Mais c'est le plus rapide dans le C'est le plus rapide, ouais. Right? Yes. Je veux pas, c'est comme, pretty good, plus. Fait que, t'es correct. Fait que eux, ils ont décidé, nous, c'est vitesse, c'est pas qualité. Mais vitesse avec la qualité maximale de la vitesse. Tu comprends? Alors, tu vois, chez Five Guys, c'est la qualité. Ouais, c'est un peu plus long, mais la qualité est là. Mais la qualité, là, ça dépend encore, on va dire, mais tu vois, moi, je reviens de... Ça dépend de je reviens de Californie, c'est que chez In-N-Out, tu sais, puis c'est bon en titi, puis c'est rapide, puis c'est comme ça beat, là, en tout cas. Il est meilleur, le Five Guys, là-bas qu'ici à Montréal? Non, le In-N-Out. In-N-Out, c'est juste en Californie. OK, c'est c'est une chaîne. C'est une grosse chaîne, puis ils font de l'argent en titi, ça cartonne. La seule chaîne que je comprends pas, puis j'aime pas trop, Chick-fil-A, j'ai jamais... Non, I tried it, Chick-fil-A. Ouais, c'est pas pour moi, là, mais je comprends pas la fascination avec le Chick-fil-A avec 15 millions par unité. C'est bravo à eux. Mais ouais. Moi, c'est mon Shake Shack. Le marketing. Shake Shack. Ah non, c'est la culture. C'est la culture des Chick-fil-A. La culture est très forte. Surtout dans le Midwest, ça. Ouais. Ouais, ils sont religieux, ils ferment les dimanches. Une culture très, très forte. Chick-fil-A? Ouais. Ah, yeah. Puis quand tu loues un Chick-fil-A, t'appliques pour... T'es pas un franchisé, là. Ils ont des... You can't just buy. Non, tu rentres, ils sont propriétaires de tout, puis tu fais faire une entrevue, puis tu passes à... Plus difficile de rentrer là que t'es à Harvard, je pense. Je sais pas, mais... Donc, tantôt, justement, je parlais de la manière qu'on s'est rencontrés avec mon implication dans la communauté, avec le Pedal Soleil, la boxe, etc. Ouais, t'étais mon crew. Ouais, j'étais ton crew pendant une couple d'années. Oui. Ouais, on a fait la boxe et tout. Ensuite, il est devenu aussi coach pour les élèves pendant les fins de semaine. Toute sa famille est venue faire de la boxe. Soleil aussi, les fins de semaine. Même ta femme? Oh, oui. Les amis de Léa, les amis de Brandon. Wow. Sont venus faire de la boxe avec nous. Ton implication, qu'est-ce que je voulais parler? C'est la F3CM. Avant même que ça s'appelle la F3CM, tu as décidé de réunir des personnes influentes de la communauté pour pouvoir
à un moment donné, construire un centre communautaire pour nos Cambodgiens ici. D'où est venue cette idée-là? Ça prend quand même une belle implication. Pourquoi tu as décidé de vouloir faire ce genre de ce processus-là de vouloir construire un centre communautaire? Merci pour la question parce que j'avais pas d'idée du tout de construire un centre communautaire. Non, du tout. Ce que moi et Vanak, on était dans un souper de famille ensemble, puis on parlait de pourquoi les Cambodgiens n'avaient pas quelque chose pour se représenter. On en a perdu un peu. On avait une présence, il y avait, la communauté onarienne faisait une super belle job, Camara fait une super belle job pour pouvoir, mais il n'y avait pas de rassemblement et surtout de voir les différentes générations. Alors, puis, on parlait entre nous, puis on disait, ben, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Je l'ai regardé et j'ai dit, au lieu de se plaindre, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Parce que moi, j'aime pas ça, être là, d'être dans les gradins, puis pointer, ça, puis pas être dans l'aréna. Tu sais, il faut être dans l'aréna. Fait que soit on arrête de pointer des gradins, ou on rentre dans l'aréna. Puis il a dit, ben, peux-tu rentrer dans l'aréna? Je dis, moi, je rentre pas tout seul. Si tu y vas, ben, on y va ensemble. Puis on va faire quelque chose. Alors là, il a dit, ben, let's go. Fait que j'ai dit, OK, la première chose que je vois stratégiquement, c'est qu'il faut qu'on aille prendre le pouls des gens qui sont influents. Donc, on a rassemblé les personnes qu'on sait qui sont influents dans notre communauté ici. Et à partir de là, on a pu rassembler un groupe où Samrida, la première vague, si tu veux, où on a déterminé, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour notre communauté. Donc, elle a fait des focus groups, parce que Samrida est en marketing avec la Banque nationale, elle a créé des focus groups avec des questions très pertinentes et précises durant les différents groupes d'âge. Parce que nous, on voyait, il fallait rassembler les baby boomers, les Gen X, les Gen Y, puis les millennials. Dans le temps, il n'y avait pas de millennials, mais c'était les trois, right? Et il fallait qu'on les ramène. Donc, pouvoir les ramener, c'est de voir quel est le désir qui était constant à travers ça. Puis quand on a tout mis ça en place, on est venu à la conclusion, selon cette recherche plus subjective. Là. C'est pas statistique. Ouais, c'est pas statistiquement parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un survey allé à 100, des 10 000 Cambodgiens, mais c'était plus, c'est anecdotal, de selon qu'on a pu voir. Puis les gens qui sont venus participer avec nous, c'était un centre communautaire. Alors, c'est de là est parti l'idée, OK, on va fonder ça, on va appeler ça la fondation du centre communautaire des Montréalais. Puis c'était vraiment pour Montréal. C'est pour ça que c'est devenu F3. C'est ça, exactement. Donc, moi, j'aime ça dire, j'ai jamais aucune idée originale de ma part. Je suis très original. Shout out to Vanak aussi, C'était vraiment, c'est la communauté et ce qu'on a fait qui a fait relever ça. On fait juste ressortir. Et c'est ça qui est plus le fun. Mais on n'a pas encore de lieu de rassemblement ou de ralliement physique encore, hein? Non. Je pense que le lieu de rassemblement physique, quand on avait démarré ça au début, c'est que le lieu peut être mis comme une place où ce que c'est physique ou ce que c'est brick and mortar, right? Un building. Ouais. Moi, je dis souvent à l'équipe, je dis, le rassemblement n'est pas fait nécessairement en brick and mortar. C'est par le nombre de services. Les gens commencent-tu à reconnaître pour dire qu'on a quelque chose? Le gouvernement nous appelle, dit hey, il y a quelque chose parce qu'on prend plus d'ampleur dans la communauté. Ils savent, ça va prendre un peu de temps. Parce que j'avais aucune idée combien ça coûterait là, pour un centre communautaire. Puis quand on voyait centre communautaire, ça va être cher, ça va être. On ne savait pas comment y aborder. Donc, on est venu. Mais on avait une idée précise de comment procéder. C'est-à-dire, la charte qu'on bâtissait, c'était pour s'assurer que souvent, les gens nous disaient dans les associations ou dans cambodgiennes qui sont là toujours les mêmes personnes. Puis moi, puis Vanak, on était clair qu'on ne voulait pas que ce soit les mêmes personnes qui reviennent. Pour que les jeunes qui puissent voir, il y a quelque chose qui bouge. Il n'y a pas quelqu'un qui va juste te chapeauter et te dire quoi faire, mais qu'il y a un roulement, puis qu'il y a des nouvelles idées fraîches qui rentrent, puis qu'on permet ça. Ça fait que il y a des bases, la fondation, des principes sur lesquels on veut maintenir. On pense qu'il est bon pour la communauté. Des fondations comme on ne s'implique pas dans la politique cambodgienne au Cambodge. On est pour Montréal. Ça, c'est clair. Puis on a eu à prendre des décisions qui n'étaient pas faciles dans le temps.
puis continue de ne pas être facile ici maintenant aussi pour maintenir ça. Donc, on n'a pas le lieu physique. Je pense qu'on s'approche de plus en plus. Ouais. David, tu travailles sur des projets là-dessus. Tian, notre président actuel, fait un superbe job de pouvoir Incroyable. connecter avec le palier qu'on n'a jamais été capable de percer, c'est-à-dire le palier gouvernemental. On a une belle présence, une belle prestance. Tian, toi, Marie, maintenant un bon contact avec la génération milléniale, les Gen X, les Gen Y. Puis les Gen X sont toujours là. Les baby boomers, ça n'est plus de retraités, mais les Gen X sont présents. Vanak, It sont là. On va dire Arnaud, là, il est dans les Gen X. On va là-dessus. On va vous le donner. On ne donnera pas baby boomer, mais ils sont impliqués. Puis je trouve que une belle vitesse et un beau momentum avec les bonnes idées autour. Toi qui fais partie justement de cette première génération qui a fondé, si tu avais à faire un bilan où nous en sommes maintenant en 2026, puis où on s'en va avec F3CM, tu aurais quoi à dire? Je pense que pour faire un sommaire de ce que je viens de dire tout à l'heure, on est sur un bon tremplin. On a une prestance, une présence avec les paliers gouvernementaux auxquels on a besoin pour pouvoir rendre ça vrai, cette centre communautaire-là. On a un support de la communauté, pas encore tout à fait assez large et assez grande pour qu'ils comprennent ce qu'on fait. Il y a des erreurs que nous avons faites. On n'a pas bien communiqué aussi où ce qu'on voulait s'en aller à certaines instances. Mais pour l'instant, je pense que pas la fondation en termes de fondation, mais la fondation est solide pour bâtir là-dessus avec les leaders comme toi, comme Chan, comme Marie, qui pourra amener ça au prochain niveau. Ça s'en va vers la bonne direction. Là. J'aime ça, voir ça évoluer, et puis ça continue. Là. On a des réponses, des paliers gouvernementaux, autant municipales. On a des belles connexions là-dessus. Je pense que il faut maintenant ramener là-dessus puis continuer. Hansack travaille avec toi dans le projet pour commencer à mettre ça. Et je pense qu'il faut aussi on a commencé à mettre des services au profit de la communauté, c'est-à-dire l'école de langue. Il va falloir formaliser des services où ce qu'on peut aller aider nos jeunes professionnels pour pouvoir supporter leurs parents qui ne parlent pas cambodgien. Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est pas évident, parce que cette génération où les parents commencent à être plus vieux, qui doivent penser à aller en résidence ou avoir de l'aide. Mes beaux-parents ont besoin de l'aide. Mon beau-père, chez lui, il parle bien français, il peut communiquer quand même, mais il y a d'autres familles qui peut-être ne peuvent pas communiquer autant. Moi, je vois qu'il y a une belle pérennité. Je trouve que ça a pris l'effort d'une communauté complète, là, de toute la communauté montréalaise pour aider à se rendre où on est aujourd'hui. Ça a pris de l'aide à chaque année. Ça en arrive à la 9e édition. Et puis, entre ces 9e éditions, à chaque 2 ans, il y a des nouveaux visages qui sont rentrés. Donc, je pense que le parcours est en ascension, légère, mais on arrive, je pense, bientôt avec une étape qui va être plus fructueuse pour le processus. Moi, je trouve qu'on a, on a encore beaucoup de travail à faire, surtout dans la façon qu'on a maintenant de se faire connaître. Je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. J'ai l'impression que la communauté cambodgienne, on est quoi, rendu peut-être à 30 000 dans la région de Montréal? Là? Non, c'est pas parce que. Non? Dans le Grand Québec. 15 à 16 000, OK. Mais que la grande majorité ne connaissent pas encore F3CM, tu sais. Et la chose que je trouve très beau, très belle plutôt, c'est lorsque je vois les jeunes et même les adultes de mon âge qui participent au service là, de langue avec la collaboration du Collège Vanier. Puis de voir la participation, c'est encourageant, mais je pense qu'on devrait faire encore plus auprès de la communauté pour profiter de ce momentum-là pour qu'il y ait d'autres
où il y ait plus de gens de la communauté là, qui se joignent à notre Mais ça encore, c'est de se mettre plus de l'avant. On n'a pas fait. Là, cette année, je trouve qu'on a fait beaucoup plus de photos, vidéos, beaucoup de photos qu'on pose. Ça a créé une belle vision pour nous. On a fait plus de capsules aussi. Depuis que tu es arrivé aussi avec Chad, on a fait beaucoup plus de capsules, d'entertainment pour le tout. Je pense que ça va aider beaucoup. C'est juste de continuer, je pense, à mettre notre vision et pas juste poster. Ah, on a fait Nouvelle en Khmer. Ah, bravo, on a fait soccer. Bravo, on a fait clairement. Il faut continuer à montrer du mouvement dans le processus de qu'est-ce qu'on fait. Ça va nous donner beaucoup une bonne vision là, de plus. On avait une époque le journal cambodgien, tu sais, où on mettait de la publicité, fait que beaucoup de gens lisaient ça, fait qu'on la communauté était vivante. Mais là, j'ai l'impression que beaucoup, oui, on est sur les réseaux sociaux et tout, mais en tout cas, c'est peut-être juste une perception personnelle là, il manque cette espèce d'effervescence qu'on avait là, il y a 20 ans, 30 ans là, au sein de la communauté. Là. Je pense que c'est une réflexion à faire. En tout cas, moi, je pense là, au sein de notre Selon toi, mon Tito, pour terminer là-dessus, ce serait quoi les prochaines étapes en termes de marketing ou essence de notre communauté pour continuer à nous faire fleurir? Il n'y a pas de... Pour moi, c'est la continuation, c'est la résilience qui revient là-dessus. C'est de se questionner sur si on a un objectif X, qu'est-ce qu'on a fait pour atteindre cet objectif X-là, puis qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis de continuer à pivoter, à échanger. Il faut être aussi conscient de le contexte actuel. Il y avait 20 ans, 30 ans, c'était pas aussi complexe qu'aujourd'hui. Il y avait 20 ans, 30 ans, nos parents, là, ils se promenaient pas à amener 4 enfants à 4 pratiques de soccer, pratiques de hockey. Ils n'étaient pas là-dessus. C'était juste la communauté parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'argent à mettre dans ces activités-là. Donc, la seule façon d'avoir des activités, moi, écoute, j'ai fait des cours de danse dans ma jeunesse. J'ai enseigné des cours de danse folklorique cambodgien, mais mes plus beaux souvenirs avec ma communauté, c'était ça. C'est dans l'association cambodgienne où tous les dimanches, comme rain, snow, whatever, on était dans un gym où tout le monde amenait le potluck, puis nous, on préparait même le samedi, des fois c'était bon, là, avant il fallait, tu sais, pardon, snack, pardon, puis tiquer la queue, là, puis moi, mon frère, il fallait qu'on fasse ça, là. Hey, c'était du place. Mais en tout cas, bref, j'oublie, ça c'est maman, c'était place. Mais le truc, c'est que quand on arrivait là, on faisait nos cours de danse avec les filles, là, puis c'est ma mère qui enseignait. Parce qu'elle parce qu'elle était au Ballet Royal. Au Palais Royal, c'est elle. Fait qu'elle enseignait. Et il faut que le classique, c'est elle qui enseignait. D'ailleurs, on parlait avec David tout à l'heure. Dans ce temps-là, des années 80, mes parents, avec Om Yutun, se sont mis pour avoir l'Association des Cambodgiens du Canada pour faire venir plus de réfugiés. Donc, on a fait des prestations. Là. Moi, j'ai fait des spectacles dans la Place des Arts avec Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, Fabienne Thibault. À la Place des Arts. Ils vendent des chants à la Place des Arts parce qu'ils voulaient mettre de l'avant. Ma mère a fait la Apsara à la Place des Arts, ce complexe des Jardins, Radio-Canada, elle a dansé, tout ça. Là. Ça fait qu'il y a beaucoup de ces efforts-là qui étaient mis dans le temps. Ça fait que c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de segmentation. Moi, je ne vois pas de segmentation. La segmentation que je vois, présentement, c'est que les gens qui viennent ici, ils disent, eux autres sont comme ça, puis nous autres, on n'est pas comme ça. Ça fait que c'est la distance. On dit, OK, qu'est-ce qu'on a de semblable? Au lieu de regarder qu'est-ce qu'on a de semblable, on voit qu'est-ce qu'on a de différent. Donc, pour moi, le contexte n'est pas la même chose. Il faut s'adapter au contexte. Qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter au contexte? On parle de nos jeunes avant. Les jeunes étaient là, ne connaissaient pas tout le monde, mais on avait dans la communauté, puis il y avait des relations qui se faisaient dans la communauté parce que c'est juste là que tu te rencontres le dimanche. Maintenant, les jeunes, ils vont te dire, écoute, moi, je vais choisir mon partenaire de vie. Tu sais, tu ne présentes pas quelqu'un, je suis capable, je suis adulte. Tous mes amis, ils choisissent mon partenaire de vie. Pas besoin, tu sais.
de se mettre ici. Même moi, dans le temps, quand on me disait, Cambodgienne, je suis arrivé marié une Cambodgienne parce que je suis tombé en amour avec elle. C'est ça. Mais c'est pas mes parents, ils m'ont dit, il faut que tu aies une Ouais. Cambodgienne. C'était parce qu'il fallait pas qu'ils me disent ça. Là. C'est non. C'est que I'm my own man, Yeah. puis j'ai ma vie. C'est l'amour qui est le plus important, mais ça veut dire quoi l'amour? Là, tu remarques, OK, là, tu remarques après, la culture, parce qu'on aime tous manger le prahok. Tu manges le prahok, David? Elle adore faire ça. Tu sais, elle fait Nom Chakachan, elle a fait ça hier. Puis c'est comme, moi, je suis tombé dans le mille. Tu sais, j'étais chanceux. Tu sais, je suis tombé dans le mille, puis je suis très heureux. Mais mes enfants, est-ce qu'ils vivent la même chose? Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir la même chose? On ne sait pas. Tout le monde est éparpillé. Et puis encore là, maintenant, tu t'en vas. Non seulement tes enfants, ils peuvent aussi aller étudier en Ontario. Ils peuvent aller travailler. C'est encore plus ouvert que ça a été ouvert auparavant. Donc, il faut être conscient du contexte, right? Et il faut y aller vite, mais bien. Ouais. Il faut se questionner, mais il faut avoir des objectifs précis. Donc, avoir les milestones, qu'est-ce qu'on veut avoir. Donc, je te dis, tu me demandes qu'est-ce qu'on veut avoir pour être plus. Est-ce on veut avoir plus de jeunes, OK? Comment est-ce qu'on va mesurer ça? C'est-tu sur les médias sociaux? C'est-tu sur ça? Puis ramener les jeunes, comment est-ce qu'on parle avec vous? Puis si on parle avec eux, puis les jeunes disent, tu sais, Tito, toi, t'es un petit peu plus vieux, tes idées, là, c'est un peu. Tes dad jokes, c'est plate, là. C'est comme. Il faudrait que il faut que nous, qu'on dise, écoute, on ne comprend plus le contexte. Tu sais, on baille, puis on est les mentors pour dire, OK, go. Puis quand les jeunes veulent avoir, hey, on a ça. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez fait face à ça dans le temps? On a fait ça, 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 ça. Puis rester consistant avec ça. C'est pas évident d'être une diaspora. On n'est pas gros. On est 16 000. On n'est pas grec. On n'est pas italien. On n'est pas vietnamien ou chinois. Des grosses communautés là, qui sont ici. Mais on a, à chaque fois qu'on se voit, c'est des sourires. C'est du bonheur. Exact. Si on oublie qu'est-ce qui nous sépare de ce qu'on pense qui est au pays, ici, on se rassemble. Alors, la question que j'aurais pour la communauté, c'est qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que chacun de vous faisait pour pouvoir être plus proche de la communauté? Right? Est-ce que vous allez dans des événements? Right? Ouais. Qui ne sont pas politiques? Une expérience personnelle, first hand, quand on avait commencé à rencontrer Hansak là, pour qu'un de notre projet, on a eu des petites conversations comme ça, personnelles, tu sais, puis Hansak, il disait que, écoute, nous, on a grandi ici, mais on s'était détaché de la communauté, et là, rendu à l'âge où nous sommes, nous avons des enfants, tout ça, on veut se rapprocher de la communauté. Exact. Fait qu'on veut faire du rattrapage. C'est pour ça que Hansak, tu sais, veut tellement s'impliquer, là, puis c'est beau à voir ça, parce que moi aussi, j'ai eu une période de détachement, tu sais. J'ai grandi en parallèle, mais complètement inondé de Québécois. Puis après ça, avec ma femme, la communauté anglophone, tout ça, je m'étais complètement détaché. Mais là, j'ai des jeunes enfants. Je veux retrouver mes racines. Puis c'est pour ça que je m'implique. Tu sais. Bien. Puis il faut encourager ça. Il faut continuer à encourager auprès des jeunes. Et puis, il ne faut pas juger non plus. Parce que il y avait un temps où moi, je n'étais pas participant parce que je travaillais. J'étais en Ontario, je couvrais le pays pour Starbucks pendant 20 ans de ma carrière. Quand les gens tu participer, je dis, je peux pas, je suis pas là pour les réunions le soir, je suis pas là. Ça. Il y a des trucs que je faisais pas, mais autant personnel, tu sais, ma femme me dit, tu prends des cours de danse, on peut pas prendre des cours de danse, je serais pas là pendant 40 semaines, tous les jours de la semaine. Puis les fins de semaine, c'est des enfants avec leurs activités. Puis les enfants, c'est le hockey, soccer, patin, piano, tout ça, c'est pas la communauté, je m'excuse, mais... Mes enfants vont faire ça avant tout, c'est ça. Non, c'est pour eux ce qu'ils ont à faire, pour ce que moi je pense. Bon, pas bon, je ne sais pas. Tu peux me juger là-dessus, tu peux me dire, t'aurais dû les accoter plus là-dessus. Peut-être, j'aurais dû, mais moi, je ne juge pas personne. Pour l'instant, maintenant, je sais qu'il y avait un désir de pouvoir faire quelque chose, comme j'ai dit à Vanac. On arrête d'être... gradin, pointé, vaut pas la peine. Arrête. Tu veux faire quelque chose, embarque dans l'aréna. Et c'est ce que je lance à tout le monde, tu sais, dans la communauté. Il faut qu'on arrête de pointer du gradin. Hey,
Il faut dire, soit je vais les aider parce que je pense qu'ils font de la bonne chose, mais ils ne font pas de la bonne façon. Ouais. Puis je vais donner mon opinion. Puis nous, à 3CM, on veut C'est ça. Ouais. Right? T'es nouveau dans. Tu l'as remarqué. On n'est pas. Voici ce qu'on fait. Tu ne fais pas dans la culture. Puis t'es Une bonne rejeté. porte T'es fermée, reject. là. Right? C'est ça. T'es là pendant des années. Ça fait 9 ans. C'est la même chose. Mais il y a un respect aussi. Quand tu as passé à faire du temps, parce que tu avais besoin de ton temps à toi, il n'y a pas de jugement à dire. Tu veux revenir? Tu es prête? Tu veux revenir? Exactement. Tu C'est ça. t'en vas? C'est correct. Mhm. Mais on a besoin d'une souche, peu importe qui que c'est, qui continue à amener le ballon forward. Tu sais, quand tu joues au football, Keep the ball rolling. ouais, tu Yeah. vas faire un inch, ça vaut la peine. Si un jour, on va arriver à un Hail Mary, puis on arrive plus proche de la ligne du touchdown, tant mieux. Ouais. Mais c'est quoi la constance? Est-ce qu'on va win the minute? Puis win the minute, oui, tu peux dire, j'arrive là, on n'est pas assez vite. Oui, mais regarde pas loin, regarde juste, on a-tu fait un pas de plus? Un pas de plus. Puis je pense que, où est-ce qu'on est maintenant, on a fait un pas de plus. Est-ce qu'on a encore beaucoup de pas à faire? Oui. Et oui, en Titi. Yes. Right? Mais j'invite encore les gens à arrêter d'être dans les gradins, puis pointer, puis embarquer dans l'aréna avec nous. Parce que ça prend ça. Ouais, notre main est tendue. On est là pour aider. On est là pour répondre à vos questions aux gens justement qui veulent s'impliquer avec nous dans la communauté. Puis bon, Tito, à chaque fois qu'on se parle tantôt, tu nous lances des petites bombes. Ta mère fait de la danse, papa si. Je sais que tu as encore beaucoup d'histoires à raconter. Merci, premièrement, de te faire partie de notre premier podcast, premier invité. Tu étais la personne clé depuis le début. Ouais. Merci. Très honoré, merci beaucoup. Et puis, aurais-tu juste un petit dernier message à nos jeunes ou qu'est-ce qu'ils faire dans le futur, pousser, juste les encourager? Moi, je peux vous remercier, vous. Ça prend du courage de faire ce que vous faites, de mettre ça de l'avant, parce que tu ne sais pas si ça va être bien reçu, pas bien reçu. Tu sais que ça va être jugé. C'est normal, tout le monde juge. Pointer du doigt, whatever. Alors moi, je vous remercie à vous pour votre courage. Continuez à aller de l'avant, passer le ballon. Et pour toute notre communauté, notre belle communauté ici, à chaque fois que je rencontre les Cambodgiens, on aime toute la bouffe. Yes. Trouvons les choses qui nous rassemblent, la bouffe, la danse, la musique. C'est la musique. Même si David ne connaît pas Vander. Il connaît, là. Il a écouté la chanson. Il fallait que je rende ça. Faire ça, ces petits points-là. Mais moi, je connais Vanda, puis je suis plus vieux que lui. Mais blague à part, là, c'est tous ces points-là. Puis il y a des jeunes au Cambodge qui sont ici, qui voient ce qui se passe, qui comprennent l'importance de la démocratie, l'importance des valeurs justes, puis que c'est ancré dans eux, parce qu'ils n'ont pas vécu la guerre. Right? Ouais. Alors, il faut prendre ça en conscience, ramener ces jeunes-là pour les rassembler, et en même temps, arrêter de pointer du doigt. L'amour. Alors, je dis toujours, love be with you, be on. Yes! Bon Tito, bon David, Akuncharan, Tito. tout le monde, à la prochaine. Et bon Tito et Certified K. OK, yes! Et aussi en arrière, à l'équipe technique, Dans ce Chanda. Merci beaucoup, Akuncharan. Good.